La puce à l'oreille. L'histoire des toilettes. Hey, t'entends ça? C'est une floche. Parce qu'aujourd'hui, on parle de toilettes. Un sujet fascinant, mais un peu odorant. On va à la toilette entre 5 et 6 fois par jour, sans trop se poser de questions. À part pour un besoin pressant. 2 minutes par-ci, 3 minutes par-là. À la fin de l'année, on a passé 3 jours à faire nos besoins. C'est fou quand même, non? Les toilettes font partie de notre quotidien. Mais connais-tu leur histoire? Sais-tu comment les gens du passé se débrouillaient pour y aller? Les archéologues ont retrouvé des traces de toilettes qui datent de milliers et milliers d'années. Les plus anciennes toilettes équipées de sortes de chasses d'eau et reliées à un système d'évacuation sont vieilles de 4500 ans. Ces toilettes ont été découvertes au Pakistan. Des toilettes plus anciennes existaient, mais sans l'eau courante pour flusher. En fait, à travers l'histoire et les cultures, de l'Asie à l'Europe, de l'Afrique aux civilisations précolombiennes, les archéologues ont trouvé des traces de toilettes partout. Imagine que tu voyages dans le passé et que tu as un besoin très, très pressant. Pour te soulager, tu as 2 options. Car les toilettes du passé, il y en a 2 types. Soit les toilettes portables, qu'on peut transporter, soit les toilettes en dur, qui restent à la même place. Peut-être veux-tu essayer les 2? C'est sûr qu'il faut tester pour savoir laquelle sera les plus confortables pour tes fesses. Les toilettes portables d'abord. Elles vont du simple pot de chambre à des beaux sièges d'aisance tout confort. Un pot de chambre, c'est juste un pot dans lequel on fait pipi ou plus, si affinité. Et un siège d'aisance, c'est une chaise ou un fauteuil percé d'un trou sous lequel est attaché un récipient pour recueillir les excréments. Dans certains tombeaux de pharaons de l'Égypte antique, on a retrouvé de très beaux sièges d'aisance, richement décorés, de véritables trônes. Pas mal plus fancy que celles que dans ta salle de bain. Mais que ce soit pour les pots de chambre ou les sièges d'aisance, il faut vider le contenu. Sinon, ça pue. Et puis, il faut nettoyer le récipient après usage. L'autre option, c'est les toilettes fixes. Elles étaient reliées par des tuyaux à ce qu'on appelle des fosses d'aisance. Une fosse d'aisance, c'est un bassin creusé à même le sol qui recueille le contenu des toilettes. Il faut les vider et les nettoyer de temps en temps. Le système était assez simple. Un banc en pierre ou en bois percé d'un trou, un tuyau, une fosse. C'est tout. Ça fonctionnait comme ça dans l'Antiquité, au Moyen Âge et même après. Dans les immeubles de plusieurs appartements, les locataires se partageaient une toilette commune, soit dans l'immeuble, soit dans la cour arrière des maisons. En anglais, on appelait ces toilettes-là une back house, ce qui a donné au Québec le mot bécosse. Back house, bécosse. Mais peut-être que tu ne trouveras pas de toilette privée dans ton village dans le passé, car tout le monde n'avait pas de toilette chez soi. C'est ennuyeux. Tu peux t'accroupir derrière un buisson. Sinon, tu peux chercher des toilettes publiques. Depuis l'Antiquité, on trouve des toilettes publiques dans les villes. Mais elles n'ont rien à voir avec celles qu'il y a dans tes centres commerciaux que tu connais. Pour vrai, là, c'est complètement différent. Imagine une grande pièce avec un long banc qui fait le tour. Le banc est percé de plusieurs trous et plein de gens placotent en faisant leurs besoins. Et quand on dit toilette publique, on parle vraiment de toilette publique. Disons qu'il fallait pas avoir le pipi timide ni le nez sensible. Ces toilettes publiques ne sentaient vraiment pas bon. Quand c'était possible, on les construisait près des rivières ou d'un fleuve, afin de faciliter leur évacuation. À Londres, au Moyen Âge, il y avait plein de toilettes sur le Grand Pont de Londres. Les besoins des Londoniens se déversaient directement dans la Tamise, le fleuve de la ville. Tu t'en doutes,
La présence de fosses d'aisance dans les villes posait des problèmes d'hygiène. Ça sentait vraiment fort, puis ça attirait beaucoup de mouches. Les municipalités étaient responsables du nettoyage des toilettes publiques et du vidage des fosses d'aisance. À Rome, les esclaves en étaient chargés. Plus tard, il y avait des Bonjour tout le monde. dont c'était le métier. Bienvenue à ce cinquième webinaire du forum Mutation, le livre à l'ère numérique. On fait le lien aujourd'hui avec Prune Lieutier qui va parler qui va un peu poursuivre la conversation de la semaine dernière qui traitait plus spécifiquement du livre audio et de la balado. Alors, c'est un peu le lien parce que Prune Lieutier produit aussi des contenus audiophoniques en lien avec des éditions papier, des livres numériques, des livres annexes, toutes sortes de projets d'édition. Alors, on a pensé à ouvrir le forum avec un extrait de balado produit par La Puce à l'oreille. Et sans plus tarder, je laisse Prune Lieutier présenter ce qu'on vient d'écouter. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous et merci à Topo pour l'invitation, à Michel, à Gabriel, à Naomi, à Maxime. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui parce qu'on est au démarrage d'un beau projet qui est effectivement associé audio et édition jeunesse, dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est un peu une manière aussi de contextualiser, de parler de manière plus générale de comment est-ce qu'on peut faire du lien entre l'audio et l'édition. Moi, je m'intéresse essentiellement à l'édition jeunesse, c'est mon parcours, moi je viens de là. Je viens de l'édition numérique jeunesse. En fait, je me suis intéressée dans des recherches et dans différents projets à la manière dont on pouvait développer des projets numériques en lien avec des univers narratifs ou de l'éditorial, toujours à destination des jeunes publics, et en particulier des jeunes publics francophones et québécois. Dont je vous parle aujourd'hui, c'est donc ce projet-là de La Puce à l'oreille. Je veux parler de La Puce à l'oreille, évidemment, puis de ce projet, mais également de manière générale, des différents constats qu'on a pu faire en édition, ce qui nous a amené, des constats qui nous ont amenés à développer ce projet. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran pour pouvoir mettre mon... hop, voilà, partager l'écran, mettre mon écran là-dessus. Est-ce que vous voyez bien mon écran? On est tout bon? Hop. Alors, est-ce que... Affichage diaporama. Bon. On y est. OK. Donc, ma présentation s'appelle Audio et édition à destination des jeunes publics, une heureuse union. Et puis, le point d'interrogation est assez essentiel dans ce cadre-là, puisqu'on est au démarrage d'un projet. Donc, on va probablement avoir des informations plus claires à la fin de ce cycle-là, qui va durer à peu près 12 mois. Mais on a quand même un certain nombre de données déjà dès aujourd'hui, en lien avec des projets prototypés dans les 2 dernières années et en lien avec évidemment des recherches plus quantitatives ou qualitatives faites par d'autres expérimentateurs ailleurs dans le monde ou même au Québec. Donc, pour commencer, juste rapidement pour présenter La Puce à l'oreille, donc mon nom est Prune Lieutier, j'ai cofondé La Puce à l'oreille en novembre 2018 après quelques mois d'expérimentation sous une forme plus de collectif, mais donc La Puce à l'oreille existe de manière très officielle depuis novembre 2018 et on est le seul studio, en tout cas au Québec, en francophonie on est peut-être 2 ou 3, mais au Québec on est les seuls à vraiment se dédier exclusivement à la production de balados pour les enfants, c'est-à-dire qu'il y a d'autres studios qui font du jeunesse, mais nous on ne fait que du jeunesse, donc on travaille avec des réalisateurs, des comédiens, des auteurs, évidemment autrices, illustratrices aussi, et comédiennes et réalisatrices, des musiciens, musiciennes, et évidemment des pédagogues et des médiateurs et médiatrices. Dans médiateurs, médiatrices, j'entends aussi toutes les bibliothécaires. Et puis, on fait des productions internes, ce que vous avez écouté, par exemple, sur l'histoire des toilettes, des productions documentaires, des rencontres, des entretiens, des ateliers avec les jeunes aussi. On invite les jeunes à développer leur propre contenu balado. Et également, on fait des productions de commandes, puisqu'on travaille beaucoup pour des musées. Là, on travaille notamment pour le Musée de la civilisation de Québec, pour les différents musées d'espace pour la vie, donc Biodôme, Jardin botanique, Planétarium, Insectarium. On travaille pour des fondations comme Ubisoft Éducation, par exemple. On travaille pour des théâtres jeunesse en adaptation audio. Et on travaille, et c'est là où j'en viens aujourd'hui, avec des éditeurs jeunesse. Donc, l'idée de soit faire des adaptations audio, soit de faire des compléments audio à leur production papier ou à leur production numérique. Donc, pour nous, l'édition jeunesse,
d'abord par goût personnel. Vous voyez derrière moi, ce n'est qu'une infime partie de ma collection de bouquins jeunesse. Donc, c'est certain que par intérêt personnel, je suis assez rapidement allée vers l'édition jeunesse. Et puis, évidemment, naturellement, le lien s'est fait parce qu'on a des publics similaires, qu'on a des intentions similaires, c'est-à-dire de développer l'envie de lire, le plaisir de lire, l'envie de découvrir des choses et évidemment d'apprendre. Voilà, rapidement pour présenter la puce à l'oreille. J'ai parlé d'abord des constats qu'on a pu faire et qui nous a amenés au projet dont je vais vous parler aujourd'hui. Et des constats qui sont peut-être plus larges que l'audio, mais auxquels l'audio semblait apporter une solution, ou en tout cas, pour l'instant, on l'espère, semble pouvoir être porteur. Le premier constat, c'est qu'il y a des enjeux dans l'édition jeunesse face au numérique. Ces constats-là, ils sont en lien avec une recherche, alors c'est FRQSC, mais c'est Fonds de recherche Québec, Société et Culture. Je modifierai l'acronyme lorsque j'enverrai ma présentation à Topo. Donc, avec la chaire en littératie médiatique multimodale de l'UQAM, dirigée par Nathalie Lasselle, on est allé chercher un fonds, donc au Fonds de recherche Québec, Société et Culture, Action concertée, qui s'appelle « Soutien au développement de démarches d'édition numérique jeunesse au Québec à partir de pratiques favorables de production, diffusion et réception ». Cette recherche-là, elle avait pour but un petit peu de faire l'état des lieux des défis rencontrés par les éditeurs lorsqu'ils veulent s'attaquer au numérique, et en particulier des éditeurs jeunesse. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Quels sont les bris ou les freins qui les empêchent d'avancer là-dedans ou qui font qu'ils n'ont pas forcément envie d'explorer ce type de dynamique-là? C'est une recherche qui a mobilisé 9 chercheurs et 14 partenaires, éditeurs et producteurs. Parmi ces 14 partenaires, il y avait à la fois des éditeurs ou des producteurs qui avaient déjà fait cette expérimentation-là. Je pense par exemple à La Pastèque, avec Tout Garni, ou je pense à Fonfon, avec Fonfon Interactif, qui est un projet sur lequel j'avais également été mobilisée, mais également des producteurs comme Acufène, qui avaient eux aussi expérimenté le narratif jeunesse, mais également des partenaires qui n'avaient jamais fait de numérique, ou qui avaient refusé de faire du numérique. Nous intéressait là-dedans, c'est de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui les avait freinés ou carrément inintéressés dans cette démarche-là. Cette recherche-là, qui a duré quand même, on est quasiment à 2 ans et demi à peu près. On arrive à la fin, là, mais on arrivait à 2 ans et demi à peu près de projets, enfin, de collecte de données, d'analyse, etc. On a sorti 12 rapports de recherche, ainsi que des modules d'accompagnement au numérique. Pour le secteur de l'édition jeunesse, on s'entend. Ça pourrait tout à fait être adapté dans certaines mesures à l'édition adulte, mais nous, on s'est vraiment intéressé à l'édition jeunesse. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, d'ici le 22 avril, en tout cas dans quelques semaines, va être mis en ligne un site qui va s'appeler Labyrinthe, qui va être le résultat et la présentation de ces modules d'accompagnement. Parmi eux, il y a des modules d'accompagnement et en tout cas la mise en avant des enjeux rencontrés par les éditeurs dans le cadre de la diffusion, de la découvrabilité, des lecteurs, du lectorat, en tout cas comment l'aborder, du design, de la culture numérique de manière générale, comment est-ce qu'on s'approprie la culture numérique lorsqu'on a un éditeur. Donc, il y a un certain nombre de choses comme ça qu'on a documentées et sur lesquelles on fait des recommandations. Des recommandations aux éditeurs d'abord, qui essaient de s'approprier ces nouvelles pratiques, mais également des recommandations au pouvoir public, aux organismes sectoriels pour mieux outiller le domaine de l'édition jeunesse et de manière générale de l'édition pour développer des projets numériques. Et parmi les constats qui nous ont intéressés à la puce à l'oreille, en tout cas, parce que moi, j'avais un peu la double casquette sur ce projet-là, puisque j'étais à la fois coordinatrice de cette recherche et aussi à la fois partenaire avec la puce à l'oreille. Nous, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est qu'on s'est rendu compte de cette recherche-là qu'il y avait une vraie difficulté pour les maisons d'édition jeunesse québécoises de trouver leur place dans le numérique, dans l'univers numérique francophone. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'entend que le Québec, déjà, est une province francophone au milieu d'un océan, d'un continent au complet anglophone, un continent nord-américain en tout cas, complètement anglophone. Évidemment, quand on parle de numérique, là, on est confronté à une offre extrêmement vaste, francophone comme anglophone, à l'échelle mondiale. On est un peu perdu et noyé dans les différentes plateformes. Donc, il y a une vraie difficulté de savoir quoi faire, comment, et en particulier, parce que ça coûte extrêmement cher, c'est-à-dire que c'est bien beau de développer des projets numériques, mais si c'est un gouffre financier pour très peu de résultats, l'intérêt disparaît un petit peu. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est une grande difficulté pour les maisons d'édition jeunesse québécoises, toujours, de trouver des solutions numériques efficaces et pertinentes pour la mise en avant de leur catalogue. C'est-à-dire que l'idée quand même derrière ça, c'est d'arriver à développer
les ventes, développer la notoriété de la maison d'édition et développer des choses qui leur permettront d'accéder au public de manière efficace. Donc, il faut que ces solutions numériques-là, au-delà de l'intérêt évidemment d'un projet artistique, dans le cas d'une maison d'édition, il faut quand même que ça ait un impact sur le développement à long terme de l'entreprise. On reste quand même dans un cadre entrepreneurial. Et par ailleurs, attendez, je vais déplier ça parce que ça me gêne pour la lecture. Et évidemment, le besoin de sortir du lot dans l'univers numérique francophone. Comment est-ce qu'on fait sa place? C'est-à-dire qu'évidemment, personne ne remet en question la qualité des albums, en particulier au Québec. Il y a une très grande richesse, très grande diversité de maisons d'édition, de production. Les albums sont d'une grande qualité, puis le lectorat est là. Mais il faut faire sa place en dehors des frontières du Québec d'abord. Et dans l'univers numérique francophone, c'est particulièrement difficile parce qu'on est confronté à quelque chose, à des productions françaises, belges, suisses, etc. Et donc, c'est extrêmement compliqué de faire sa place. Et évidemment, à la fin du chemin, d'être acheté par le lecteur, par l'enseignant, par le bibliothécaire, etc. Quatrième constat qu'on a pu faire à travers cette recherche-là, qui touche de manière générale le secteur de l'édition jeunesse, c'est un enjeu important de toucher les publics scolaires, avec des propositions numériques qui soient intégrées et pertinentes. Notamment, alors évidemment, l'aspect Covid-19 a accentué ce besoin-là et cet enjeu-là, parce que le confinement, parce que la fermeture des écoles, parce que la difficulté pour les enseignants de trouver des solutions de remplacement pour contrer la fermeture des écoles, en tout cas l'absence des élèves dans les écoles. Donc il y a une vraie difficulté aujourd'hui à la fois pour les éditeurs de trouver comment s'adresser aux enseignants avec des propositions numériques, sans non plus se couper l'arme sous le pied de la vente d'albums, évidemment, ça reste quand même le nerf de la guerre. Et par ailleurs, pour les enseignants, de trouver, comme je le dis après, du contenu numérique francophone québécois qui va venir les outiller adéquatement. Donc ça, c'est le cinquième constat, c'est ça. Enfin, effectivement, les enseignants sont aussi confrontés à ça en disant, nous, on a besoin d'outils numériques qui soient à la fois efficaces, qui permettent d'avancer dans le programme, qui permettent de développer la lecture, de faire de la médiation, etc., mais qui en même temps ne demandent pas un équipement hyper important, ne demandent pas une formation spécifique pour savoir utiliser les outils, et qui soient adaptés à nos besoins et à nos réalités. Donc ça, c'était vraiment un gros enjeu qui a été, comme je disais, particulièrement souligné pendant toute l'année 2020 et qui continue à l'être, on l'espère pour le moins longtemps possible, mais qui, en tout cas, la pandémie a vraiment accentué ce besoin-là. Et les enseignants ont été un peu pris au dépourvu à travers toutes les mesures mises en place pendant les derniers mois. Sixième constat, évidemment, qui est sorti de cette recherche-là et de nos recherches, c'est le besoin pour les parents d'avoir accès à du contenu numérique francophone pertinent et diversifié pour leurs enfants. Et alors évidemment, ça, c'est pas dans le cadre de la recherche édition numérique jeunesse, mais c'est dans le cadre de recherche par ailleurs, c'est qu'effectivement, les parents, et là aussi, la pandémie a accentué ce besoin-là, c'était de dire, on veut avoir accès à du contenu numérique, on veut être capable d'offrir à nos enfants quelque chose d'intéressant, quelque chose qui permet des apprentissages tout en restant ludique, mais on n'en peut plus des écrans. Nos enfants sont devant les écrans à longueur de journée quand les écoles sont fermées, donc on veut essayer de les sortir des écrans tout en étant dans quelque chose qui puisse être numérique et divertissant et ludique. Deuxième grande famille de constats, donc après ces enjeux-là rencontrés par les éditeurs jeunesse, qu'on avait donc documentés, on s'est rendu compte également dans la recherche fonds de soutien au développement de l'édition numérique jeunesse québécoise, on s'est rendu compte que les projets qu'on avait rencontrés, les éditeurs qu'on avait rencontrés qui avaient développé des projets numériques, avaient le mieux réussi quand la proposition numérique qu'ils faisaient était en lien et combinée avec un album papier, ou avec une proposition papier. Donc, c'est vraiment ça, en gros, qui a permis, les éditeurs qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, arriver avec une proposition combinée, du numérique, du papier en lien. D'abord parce que ça permet de conserver la portée du papier. Le papier, malgré tout, et en particulier en album jeunesse, ça reste un objet qu'on offre à Noël, qu'on offre aux anniversaires, etc. Il y a quelque chose d'assez important, en tout cas pour les parents, pour les enseignants, de pouvoir avoir un objet physique. C'est un objet vendable, c'est-à-dire que ça reste quand même le nerf de la guerre financièrement de pouvoir vendre des albums pour les éditeurs. Et en l'occurrence, il y a une vraie, on le sait tous les gens qui font de la production numérique ici, il y a une vraie habitude
de la gratuité en ligne. C'est extrêmement difficile de vendre aujourd'hui des applications ou de vendre des propositions numériques. À la limite, l'abonnement peut-être réussit à tirer son épingle du jeu, mais ça prend, il y a tout son lot, il y a tout un lot de contraintes qui vient avec ça, notamment de production. Mais il est extrêmement difficile de vendre des choses en ligne, en tout cas de vendre des objets numériques. Et en particulier en jeunesse, on s'est rendu compte que autant un parent qui en a les moyens va être tout à fait à l'aise de mettre 25, 40, 50 dollars dans l'achat d'albums papier, et par ailleurs va être extrêmement mal à l'aise de mettre un 0,99 cents dans l'achat d'une application, tout aussi qualitative qu'elle soit, et même si le coût de production de l'application est 10 fois, 15 fois supérieur au coût de production de livre papier. Donc, on a une vraie difficulté là à vendre du numérique, donc il faut garder, c'est important de garder l'idée d'avoir un objet vendable. Et la troisième chose, dans la portée du papier, c'est que c'est un objet qui est découvrable, c'est-à-dire en tout cas découvrable dans les avenues traditionnelles de découvrabilité. Alors, je sais que je vois qu'André est dans les participants, donc j'espère qu'elle ne va pas m'étrangler en utilisant le mot découvrabilité n'importe comment, parce que c'est un mot qui évolue beaucoup et qui est utilisé parfois un peu à toutes les sauces. Mais quand je parle d'avenues traditionnelles de découvrabilité, je veux dire les librairies, les salons du livre, les espaces bibliothèques dans les écoles, les bibliothèques publiques, soit ce sont des lieux de découvrabilité, et en particulier traditionnels en tout cas. Et en particulier, comme le livre est un achat d'impulsion, il est très fréquent, par exemple, qu'on se rend au salon du livre, on va revenir avec une série de bouquins, on va se rendre à la librairie, notre enfant va flasher sur un contenu ou une couverture qui va lui plaire, on va lui prendre l'album. Donc, c'est vraiment cette avenue-là qui sont importantes, en tout cas dans la vente d'albums. Le problème du numérique, évidemment, c'est qu'on n'a pas accès à ces avenues traditionnelles de découvrabilité. Aujourd'hui, en bibliothèque, on a un peu d'essais sur place, sur des iPads, mais il est difficile d'imaginer que le parent, ou en tout cas c'est très rare que le parent va découvrir un truc en bibliothèque ou en salon du livre, s'il y a un espace numérique, et le temps de revenir à la maison, de faire le rituel, le souper, le temps calme, le rituel du soir, à la fin de la journée, là, il a complètement oublié qu'il a testé une application extrêmement sympathique avec son enfant dans la journée et qu'il aimerait beaucoup l'acheter. Donc, on a perdu complètement le parent, l'utilisateur et le potentiel acheteur d'un objet ou d'un produit numérique. Et puis, par ailleurs, malgré tout, on peut évidemment prêter et vendre on peut prêter aujourd'hui des formats EPUB ou des formats PDF dynamiques, mais on ne peut pas prêter d'application. Donc, il y a toute cette chaîne-là également qui est un petit peu brisée en termes de découvrabilité du numérique en édition, en tout cas jeunesse. Mais par ailleurs, donc ça c'est pour conserver la portée du papier. Par ailleurs, le fait de développer un objet numérique, une proposition numérique accessible en lien avec l'album papier a quand même ses avantages, notamment la multiplication des plateformes. C'est-à-dire qu'on va être présent sur un certain nombre de plateformes et donc forcément, on s'entend qu'en lien, l'album va être valorisé. Amélioration de la découvrabilité en ligne, évidemment, si on a des vidéos sur YouTube, qu'on a une proposition web, qu'on a une proposition d'application, mais évidemment que notre contenu, notre proposition et la notoriété de la maison d'édition et de l'album concerné ou des albums concernés va être augmentée. Et puis par ailleurs, évidemment, quand un éditeur arrive avec une proposition innovante en termes numériques, par rapport à ces propositions traditionnelles papier, il y a une certaine forme d'attractivité. Ça intéresse les médias, ça va intéresser les parents, les enseignants. Il y a une forme de curiosité qui se crée autour de ça, qui peut être intéressante et qui peut permettre de, là aussi, mettre un focus ou mettre la lumière sur la maison d'édition en question. Parmi les différentes choses qu'on peut voir dans cette combinaison papier et numérique, évidemment, la réalité augmentée. Je pense que Judith Beauregard, qui est juste après moi, va vous en parler beaucoup, mais il y a déjà des expériences qui existent. Albin Michel Jeunesse, qui est cette grande maison d'édition française qui produit depuis des dizaines d'années, des centaines d'albums, a investi récemment, depuis à peu près 3 ans, sur une collection qui s'appelle Histoire animée et qui a pour but de permettre, en fait, c'est donc un album papier à chaque fois, puis avec un passage de l'iPad ou du téléphone intelligent, on voit des choses s'animer, on entend du son. L'album est complètement autonome, c'est-à-dire qu'on peut vraiment lire l'album et comprendre l'album sans avoir accès à l'écran. Ceci dit, l'écran permet d'ajouter un espèce de plus à la proposition narrative. Il se trouve que le modèle d'affaires autour de ça, c'est que les albums sont vendus légèrement plus cher que des albums plus classiques ou traditionnels d'albums Michel Jeunesse, et que l'application, elle, est gratuite. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que
L'application est unique pour toutes les histoires animées. Donc, une fois qu'on a téléchargé une fois pour un livre, on va voir qu'il y en a d'autres. On va peut-être avoir envie, si l'expérience nous a plu, d'aller explorer les autres propositions de la maison d'édition, en tout cas cette collection-là. Ça, c'est une première forme de proposition numérique combinée. Excusez-moi, je regarde l'heure. La deuxième forme intéressante, c'est des mini-jeux, évidemment. C'est d'arriver avec des propositions un peu annexes. Pareil, là aussi, autonome. L'album peut se lire très bien tout seul, mais le mini-jeu va venir apporter un supplément. C'est le cas, par exemple, de mini-séries animées. C'est le cas, par exemple, je crois qu'il y a un projet là en ce moment chez La Pastèque par rapport à des choses comme ça. Donc, c'est intéressant d'imaginer d'avoir du mini-jeu, de venir jouer. Je pense que Véronique Fontaine va aussi vous en parler. Elle a développé un projet dans le cadre du Jam 360 de XN Québec qui est en lien avec la plateforme de création. Donc, on utilise des éléments d'un livre qui existe en papier, qui est vendu en librairie, puis on le transforme et on crée notre propre histoire. Donc, ça, c'est intéressant d'avoir un mini-jeu. Les microsites, évidemment, ça c'est assez classique, c'est aussi le cas en production télévisuelle, par exemple, d'avoir un microsite qui vient avec l'album, qui propose des choses différentes, une application dédiée. C'est ce qu'a fait Fonfon au début avec Fonfon Interactif. On avait le livre papier, on avait le livre interactif et la fameuse plateforme de création. Des vidéos complémentaires et de plus en plus d'éditeurs qui se lancent dans la lecture vidéo, par exemple, dans des rencontres vidéo avec les auteurs, d'avoir une proposition complémentaire de ce type-là. Ou des vidéos d'animation qui mettent en scène les personnages, ça peut être ça aussi. Des installations interactives, on voit de plus en plus, même c'est des projets un petit peu plus complexes, des espaces notamment en bibliothèque créés par des éditeurs où on peut interagir minimalement avec les personnages d'un livre ou avec les créateurs d'un album. Donc c'est vraiment des propositions à chaque fois combinatoires avec le papier. Et puis évidemment, il y a la balado. Donc, faire un petit point, je sais que vous avez déjà, la semaine dernière, parlé de balado. Je ne sais pas si tout le monde y était, donc je vais me permettre de revenir un peu là-dessus. Mais puis, surtout, moi, je vais m'intéresser en particulier au balado jeunesse, qui est vraiment le cœur de l'activité de la puce à l'oreille, et puis évidemment le cœur du projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais juste m'assurer. Oups, non, mince, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est effectivement un médium en plein développement. On le sait, le balado de manière générale, puis le balado jeunesse aussi. J'aimais bien cette citation d'un article d'InfoPresse qui est paru en 2019, qui dit gavé d'informations, de notifications incessantes, de textos, de publicités, de statuts Facebook et de stories Instagram, le citoyen numérique semble être à la recherche d'un refuge médiatique. Il a envie d'une bulle rassurante où des voix humaines racontent des histoires, tout simplement. J'aime beaucoup cette citation parce qu'elle dit exactement ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on raconte des histoires. On utilise l'audio, on utilise l'immersion audio aussi parce que ce n'est pas uniquement une voix. Il y a également de la musique, de l'effet sonore. On rend une ambiance audio, donc quelque chose d'extrêmement simple, avec un contact extrêmement humain et quasiment un peu intime avec l'auditeur. Mais parlons chiffres. En 2014, vraiment le grand balado qui a parti le bal et qui a permis de mettre le focus pour les annonceurs, pour les producteurs, pour les éditeurs, OK, il y a un truc intéressant à faire avec le balado en général. C'est la série Serial, qui est une série donc américaine, qui a réalisé plus de 80 millions d'écoutes individuelles. C'est absolument énorme. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on arrivait pour la première fois avec Serial à un niveau d'écoute, un niveau en tout cas d'auditeur ou de spectateur qui était équivalent à des grandes séries télévisées. Donc c'est extrêmement intéressant parce que vraiment là, on se rendait compte avec Serial qu'il y avait quelque chose à faire avec le balado et qu'il y avait un public pour ça. Autour de séries, en l'occurrence Serial, c'était un true crime, là, je ne sais pas si vous l'aviez écouté, mais c'est extrêmement intéressant. Mais en vrai, ça a vraiment mis le focus sur le principe, sur le médium du balado. Aujourd'hui, et là, c'est des chiffres qui sont liés, qui ont été issus du rapport de tendance 2019 du Fonds des médias du Canada. Donc, il y a probablement énormément de choses qui ont évolué aussi pendant 2020. Donc, on va attendre un petit peu les chiffres d'analyse de l'année dernière. 61% des adultes canadiens connaissent le phénomène balado. Ça ne veut pas dire qu'ils en écoutent tous les jours, mais ils connaissent le balado, ils en écoutent régulièrement. Un pourcentage à peu près équivalent aux États-Unis, 64%. Et évidemment, on est sur une tranche d'âge 18-34 pour les plus férus et les plus enthousiastes par les contenus audio. 41% des membres de ce groupe d'âge en écoutent chaque mois. Donc, c'est quand même des écoutes régulières. Par ailleurs, si on s'intéresse aux jeunesses, on n'a pas vraiment de chiffres et c'est un peu l'objet aussi du projet qu'on veut faire et que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais on voit par exemple qu'il y a un engouement. D'abord, les catalogues des grands diffuseurs et des grandes radios publiques se développent. Radio France, qui existe depuis longtemps sur la tranche jeunesse, qui avait depuis longtemps développé des adaptations audio, par exemple de Tintin ou
le roman de Jules Verne, a développé encore plus son catalogue avec des propositions de type Une histoire et au lit, les grandes mythologies, les épopées, qui est un type de grande mythologie. Et Radio-Canada, évidemment, qui, avec le développement de l'application audio, OHDIO, a également mis et investi de l'argent pour acquérir ou pour produire des contenus jeunesse. Donc, pour ne citer que, il y a Bododo, il y a les jeunes salles qui s'intéressent à la philosophie pour enfants, il y a des propositions plus ados avec les entrevues avec Sarah Maud-Beauchesne, qui sont des moments plus de l'intime, qui s'appelle Entre filles, un podcast qui s'appelle Entre filles, qui s'intéresse aux ados, et qui est extrêmement populaire, parce que portée aussi par une voix, Sarah Maud-Beauchesne, qui est très populaire elle-même parmi les publics adolescents. Donc on voit que les grands radiodiffuseurs, les grands producteurs de ce type-là s'intéressent de plus en plus aux jeunesses. Par ailleurs, le balado jeunesse fait sa place aussi dans des domaines peut-être moins traditionnellement intéressés par le balado, non c'est moins la mission. Je pense aux institutions. Le musée d'Orsay à Paris, par exemple, a très rapidement développé des propositions balado en lien avec les expos pour les jeunes publics. Ça a tellement bien fonctionné qu'ils sont même en train de réfléchir, une fois que la pandémie sera un peu derrière nous, à la mise en place d'espaces d'écoute vraiment dédiés à l'écoute de leur podcast, en bon français, au sein même de l'institution. On a fait la même chose avec Magnéto et la puce à l'oreille pour le musée des Beaux-Arts à Montréal. On fait la même chose pour le musée des civilisations de Québec. On fait la même chose pour Espace pour la vie. Donc, on voit qu'il y a un intérêt pour les espaces culturels, scientifiques, institutionnels de manière générale, d'aller chercher une proposition audio complémentaire à leur proposition plus traditionnelle. Entreprises, évidemment, on a parlé d'Ubisoft, mais on pourrait parler de beaucoup d'autres entreprises qui se sont intéressées à ce format-là pour aller rejoindre leur public, et en particulier, évidemment, des propriétés éditoriales, comme par exemple Bayard, Astrapi, etc. Et des fondations. C'est une manière assez intéressante d'aller transmettre du contenu. On pense notamment à un certain nombre de fondations régionales au Québec qui ont fait des balados pour et par les jeunes pour mettre en valeur un certain nombre de problématiques de la région ou mettre en valeur la région. Par ailleurs, dans les indices qui nous montrent que le balado jeunesse se développe, il y a le développement de réseaux, l'Écoute Buissonnière, qui est un réseau francophone dont la puce à l'oreille fait partie, qui rassemble des producteurs jeunesse indépendants au Québec, en Belgique, en Suisse, en France, etc., donc vraiment francophone, et Kids Listen, qui est un gros réseau américain, uniquement américain, Amérique du Nord, États-Unis, qui rassemble là aussi des producteurs de podcasts pour enfants indépendants. Donc, on voit que les réseaux se développent, on voit qu'il y a une mécanique et un écosystème qui est en train de se développer. Et puis, la dernière point qui nous montre que le balado jeunesse aussi est en plein développement, c'est les écoutes. Comme je disais, on va en reparler tantôt, il est difficile aujourd'hui pour nous d'avoir des données probantes parce que la grande majorité des études de public quantitatifs qui se font sur des publics à partir de 15 ans en général. Donc, on s'intéresse aux plus de 15 ans, plus rarement aux plus de 12 ans. En dessous de 12 ans, on a très peu de données. On ne sait pas combien ils écoutent, on ne sait pas dans quel contexte, on ne sait pas à quelle fréquence, on ne sait pas s'ils réécoutent 1 milliard de fois le même contenu, comme ils le font avec les albums jeunesse, par exemple, ou pas. On ne sait pas si c'est le parent qui décide, on ne sait pas si c'est l'enfant qui demande, on ne sait pas non plus le moment. En tout cas, on a des indices, on voit, il y a des choses qui commencent à sortir, notamment Kids Listen aux États-Unis a commencé à faire un peu des explorations là-dedans, mais c'est difficile de savoir et d'avoir des données. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est les données de la puce à l'oreille. Les données de la puce à l'oreille sont assez intéressantes, puisque on arrive aujourd'hui, je crois qu'on va atteindre les 275 ou 300 000 écoutes sur nos projets. Donc, on parle évidemment de 18 mois, 2 ans à peu près de production régulière, avec parfois des contenus qui vont atteindre le 15 000 ou le 20 000 écoutes. Parfois, on est plus de l'ordre de 1000 ou 2000, ça dépend vraiment aussi des stratégies de promotion, de mise en marché. Mais pour un studio indépendant comme le nôtre, avec peu de moyens de communication, en tout cas dans la zone de moyens, localisé au Québec, un peu noyé dans l'univers anglophone de l'Amérique du Nord, on trouve quand même que ça dit des choses intéressantes par rapport aux besoins ou aux intérêts des jeunes publics, des parents, des enseignants. Un autre exemple assez success story, c'est l'exemple de Les Petites Histoires, un podcast français qui a commencé il y a 3 ans, je pense. Lui, alors, c'est un créateur tout seul, Mathieu Grenelle, qui lui a décidé toutes les semaines de mettre en ligne une histoire très courte, de 4-5 minutes, mais vraiment de manière très régulière, tous les mercredis. Et aujourd'hui, il a été mis en valeur par Apple Podcast. Et après, il a eu une espèce de coup de pouce comme ça qui était très mérité. Et aujourd'hui, je pense qu'à chaque fois qu'il met un épisode en ligne, de mémoire, il est entre 80 et 100 000 écoutes quasiment immédiates. Donc, on est quand même dans des volumes d'écoute extrêmement importants.
Évidemment, alors on n'a pas de données précises comme je disais, sur le balado en lien avec l'année particulière qui a été 2020 et qui va probablement continuer à être 2021. Mais évidemment, on s'entend que le développement de la consommation numérique en 2020 a été exponentiel. On a été confinés chez nous, les écoles étaient fermées pour la grande majorité des pays francophones et autres, et dans la grande majorité des périodes. Donc, forcément, la consommation culturelle en ligne s'est vraiment développée. Et en particulier littéraire, il y a vraiment eu une explosion aussi de la consommation culturelle littéraire en ligne. Et ce qui est intéressant là-dedans, et c'est pour ça que je le mentionne ici, c'est que l'audio a vraiment a eu une part du lion là-dedans. Donc, si on regarde entre la mi-mars et la fin 2020, il y a plus d'1 million d'e-books qui ont été prêtés par la Bibliothèque du Québec. C'est des chiffres de prêtnumérique.ca, qui s'occupe de ces projets-là, du prêt numérique en bibliothèque et bientôt, et en tout cas même déjà maintenant, en bibliothèque scolaire. Donc, si on compare à 2019, à plus 56% en mars, plus 140% en avril et plus 126% en mai. Par ailleurs, les livres audio ont vraiment tiré leur épingle du jeu là-dedans, puisqu'on a eu plus 312% en mars, plus 496% en avril et plus 672% en mai. Donc, on s'entend que c'est des augmentations absolument incroyables par rapport aux emprunts de livres audio. À voir si la tendance va se maintenir quand la vie reviendra progressivement à la normale. Pour avoir discuté, notamment avec prêtnumérique.ca, on a quand même le sentiment qu'il y a une barrière psychologique qui a été levée. Il y a des gens qui peut-être ne se tournaient pas vers l'audiolivre ou ne se tournaient pas de manière générale vers le livre numérique parce que par désintérêt ou par non-accoutumance, non-habitude de l'outil, mettons, ou simplement parce qu'ils n'avaient pas envie d'explorer ce type de proposition-là. Là, maintenant que la barrière a été levée, il est fort probable qu'il y a quand même une partie d'entre eux qui va rester consommateur, peut-être un peu moins, mais consommateur de livres numériques et en particulier de livres audio. Et puis, en l'occurrence, en cadre du jeunesse, ça fait partie, c'est le 4e constat, un petit peu qui nous a amené au développement du projet dont je vais vous parler, c'est l'impact de l'audio, et en particulier sur les jeunes publics. Là, je vais commencer par une autre citation que j'aime bien, qui est une traduction d'un article qui s'appelle Where are all the Kidcasts, The Atlantic, en 2016, donc ça remonte quand même un petit peu. Mais j'aime beaucoup la citation parce que je trouve qu'elle résume quand même beaucoup l'intérêt de la balado-diffusion auprès des jeunes publics. La balado-diffusion pourrait offrir un moyen pour divertir et éduquer les enfants sans avoir peur de brûler leur rétine ou de ruiner leur imagination. De plus, elle s'insérerait de manière harmonieuse dans des routines existantes, de longs trajets en voiture ou le temps calme avant le coucher. Donc, effectivement, moi, je ne suis absolument pas une anti-écran pour les enfants. Je pense qu'effectivement, il faut le contrôler, mais je travaille dans le numérique jeunesse. Donc, ce serait un peu étrange de ma part d'être anti-écran totalement. Pas du tout. Je pense qu'il y a des manières de faire des choses intéressantes avec les écrans pour les enfants, donc un temps de consommation raisonnable. Ceci dit, il est quand même intéressant d'imaginer des productions numériques hors écran. Il y a quand même des choses très chouettes autour de ça. Et puis, effectivement, dans un cadre en particulier post-2020, où les enfants ont passé énormément de temps devant les écrans pour travailler, pour étudier, de pouvoir les sortir de ça en proposant des choses numériques ludiques et intéressantes, il y a quand même quelque chose de très chouette là-dedans. Donc, au niveau des impacts, en fait, la manière ce qu'on a dont les enfants consomment, on a des chiffres d'une étude de 2017 de Kids Listen, donc le réseau américain dont je vous parlais tantôt, sur les habitudes d'écoute. On sait que 80% des enfants écoutent un balado plus d'une fois. On sait que près de 20% écoutent un épisode au moins 10 fois. Donc, on est vraiment sur une dynamique un petit peu comme quand on relit l'album qu'on adore pendant un mois, puis que après on passe à autre chose. Et puis, ce qui est intéressant par rapport aux impacts, c'est vraiment ça qui nous intéresse, c'est que après avoir écouté un balado, 73% lancent des conversations en lien avec leur écoute, 58% citent ou rejouent ce qu'ils viennent d'écouter, 56% parlent à d'autres enfants de ce qu'ils ont appris dans le balado, 54% demandent à réécouter l'épisode et 52% réclament plus d'informations sur le sujet du balado qu'ils viennent d'écouter. Donc, on est vraiment sur quelque chose de développement de la curiosité, de développement des apprentissages. Donc, c'est extrêmement intéressant par rapport à ça. Et puis, si on doit le lier à ce qu'on a comme données sur le livre audio, qui est quand même beaucoup plus documenté en termes d'impact sur les apprentissages, sur le développement du plaisir de lire, on a une étude qui a été divulguée par lettresnumériques.be, qui est donc un site dédié à la littérature numérique belge, en Belgique, pardon. L'écoute de livres audio multiplie par 2 l'appétit pour l'apprentissage de la lecture, par 3 l'acquisition du vocabulaire, par 5 la maîtrise de la langue et par 8 la compréhension du texte. Donc, on est quand même sur des données qui sont extrêmement intéressantes. On se rend compte aussi que ça va chercher peut-être des publics qui sont peu autonomes avec la lecture,
ou qui en ont peur, qui sont en trouble d'apprentissage et qui ne sont pas forcément à l'aise de se lancer dans une lecture autonome. Ça permet de ramener aussi des enfants qui se sont eux-mêmes éloignés de la lecture, qui sont un peu intimidés par la lecture, vers des univers narratifs et on l'espère, vers l'envie d'aller ensuite explorer du papier, d'autres formes littéraires. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Puis c'est sûr qu'on là, on parle de livre audio, mais on s'entend qu'on est capable d'imaginer que c'est aussi valable pour le balado. Alors, on n'est pas tout seul à avoir imaginé de faire une combinaison entre balado et album papier. Il y a plusieurs choses qui existent, notamment des contenus d'adaptation littéraire en balado. Ça leur en a produit un avec La Pastèque qui s'appelle l'adaptation de la BD Le Facteur de l'espace de Guillaume Perrault. Mais les plus traditionnels, c'est ce dont je parlais tantôt de France Culture avec les Tintins je pense qu'il y a une dizaine d'albums Tintin qui ont été adaptés comme ça, en balado, avec un orchestre symphonique. En tout cas, c'est une production extrêmement riche et très belle et qui est disponible gratuitement sur France Culture. Donc, je vous invite à aller l'écouter. C'est vraiment des contenus extrêmement intéressants qui durent environ 25 minutes, 30 minutes pour chacun. Mais ça, c'est vraiment de l'adaptation littéraire, comme du livre audio. Ensuite de ça, tout ce qui est arrivé après est arrivé en 2020, parce que pandémie oblige, on a tous cherché un peu des moyens sur comment valoriser les activités. Des histoires lues par des bibliothécaires. On pense notamment à Albin Michel Jeunesse qui s'est associé avec RTL, donc une grande radio française, pour développer un podcast qui s'appelle Lis-moi une histoire. Donc en fait, chaque mois, je crois, ou chaque semaine, ils allaient interroger un bibliothécaire pour lui demander de lire son histoire préférée chez Albin Michel, dans la collection Albin Michel Jeunesse. Donc c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'un éditeur jeunesse ou autre s'associait avec une grande radio de ce type-là pour développer des contenus communs. De la même manière, des histoires créées et lues par des enseignants. Donc, pendant la pandémie, il y a des enseignants qui se sont, en France, qui se sont mobilisés pour essayer de trouver des moyens de continuer l'apprentissage et de continuer le lien avec les enfants à travers l'audio et qui ont développé un podcast qui s'appelle Envolé Compté. Donc, elles ont créé les histoires, puis elles les ont lues et les ont mis en son et les ont fournies à leurs élèves et puis de manière plus générale à l'ensemble des auditeurs en ligne. Et puis, le dernier type de choses qu'on a vu passer ces derniers mois par rapport à l'audio, la combinaison audio et édition, c'est des rencontres d'auteurs jeunesse, notamment développées par le site littéraire qui s'appelle Actualité, qui est un titre français, avec le podcast Voili Voilà, qui donnait la parole pendant 1 heure à des auteurs ou des illustrateurs, autrices ou illustratrices jeunesse, pour un peu comprendre les mécaniques de fabrication, d'idéation autour de leurs œuvres. Ça, c'est vraiment un podcast qui s'adressait aux adultes, pour le coup, mais en s'intéressant à la littérature jeunesse. Peut-être vous faire écouter, je regardais juste l'heure 40, rapidement, peut-être vous faire écouter Envolé Compté. Alors, normalement, j'ai un lien. Est-ce que c'est cliquable? Non. Bon, je vais sortir de là. Sachez qu'il est prêt pour l'écouter. Je vais écouter un petit extrait parce que c'est long de ça et de Voili Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous allez écouter le dernier épisode de Sur les traces de Baïkal. Bon, tu dois être épuisé avec toutes ces aventures, non? Une bonne fondue, ça serait pas mal, hein? Avec du Beaufort, bien sûr. De notre côté, nous finissons notre séjour à Courchevel. Après des randonnées en raquettes, des rencontres incroyables et des paysages en couper le souffle, nous ne pouvions pas manquer la visite de la coopérative de fromage et une bonne fondue. Beaufort, tomes et fromages en tout genre, ici à Courchevel, la fondue est la reine de l'assiette. J'espère que Charlie et John vont vite résoudre leur enquête et retrouver Baïkal. Ils doivent avoir envie d'une bonne fondue savoyarde à partager. Est-ce que vous voyez ce petit chalet perché dans la montagne? Tranquille, il dort sous son édredon de neige, bercé par le vent qui fredonne dans les sapins. Mais attention, élémentaire, mes chers enfants, ne vous fiez pas aux apparences, car la montagne est toujours calme juste avant l'avalanche. Voilà pour Envolé Compté. Puis je vais vous faire écouter juste un petit extrait de Voili Voilà, donc le podcast de Actualité. Oui. Ah, non, c'est ma faute. C'est ma faute, excusez-moi. Je pensais que le lien serait direct. Voilà.
enregistreuse en fond sonore et les annonces promotionnelles du rayon ultra frais. Je salue les clientes, me penche vers les gosses, tends la patte, me laisse prendre en photo. Ça, c'est des extraits de lecture. Et puis sinon, C'est vrai qu'au printemps dernier, alors moi je n'ai pas du tout écrit pendant le premier confinement, mais je ne me suis pas empêchée de penser. Et il est revenu à nouveau en force. Et en même temps, en ouvrant à nouveau ses portes, il y a des personnes. Je vais avancer. Donc, on va venir à notre... Donc voilà, donc un certain nombre de propositions et de créations en lien avec l'édition. Donc vraiment, on a commencé à imaginer combiner des choses entre édition et balado. Et c'est là qu'on arrive. Oh non, hop là, voilà. C'est là qu'on arrive au projet à l'écoute. Le projet à l'écoute, c'est un projet porté par la puce à l'oreille, mais aussi par plein de partenaires qu'on a imaginé. Je vais vous parler un petit peu de la genèse, de comment est-ce qu'on a pu imaginer ça, mais juste pour vous dire, c'est un projet qui a obtenu un financement du ministère de la Culture et des Communications du Québec très récemment, puisqu'on a eu la réponse fin janvier. Et donc, on est très heureux parce qu'on enchaîne là sur 12 mois de travail pour développer ce projet-là. Dont je vais vous parler tout de suite. On est vraiment très content de pouvoir se lancer là-dedans. Le point de départ, c'est une première coproduction qui a eu lieu en novembre 2019 entre les éditions de La Pastèque, donc qui fait et de la BD et du jeunesse, qui depuis, je pense, une quinzaine d'années, 20 ans, qui fait de La Pastèque, et La Puce à l'oreille, avec le soutien de l'Université du Québec à Montréal, et en particulier de la chaire en littératie médiatique multimodale et du laboratoire NT2, qui s'intéresse notamment à la lecture et à l'écriture numérique. Cette première coproduction, elle avait pour but d'imaginer le lien entre un album des éditions de La Pastèque pour les enfants et un balado. L'idée, ce n'était pas de dire on ne veut pas faire de la lecture de l'album, on ne veut pas faire une rencontre avec l'auteur ou avec l'autrice ou l'illustratrice. On veut vraiment proposer quelque chose de complémentaire à la lecture de l'album. L'album qu'on a choisi pour cette première expérience un peu prototypale, c'est L'Abeille à miel, qui est un album de Kirsten Hall et d'Isabelle Arsenault qui s'intéresse aux abeilles à miel, qui est un album documentaire. Et le balado qu'on a produit, c'est aussi un balado documentaire, mais qui allait plus loin dans la compréhension de l'importance des abeilles, de leur préservation, de leur rôle dans l'écosystème. Donc, les deux combinés sont tout à fait... En fait, chaque proposition est autonome, mais les deux combinés permettent d'avoir vraiment une vision assez large, je dirais, de ce sujet-là pour les enfants. Et on a également produit avec, le soutien de la chaire en littératie médiatique multimodale de l'UQAM, des fiches pédagogiques d'appropriation de l'écoute. Donc, qui permettaient à l'enseignant d'avoir évidemment l'album papier, d'avoir le balado et d'avoir des fiches pour s'approprier et pour travailler avec ses élèves différents éléments, le vocabulaire, ce que la musique, les effets sonores créent comme sens, etc. Donc, il y a un certain nombre d'outils comme ça qu'on a mis en place avec l'Abeille à miel. On l'a lancé à Montréal, au sein de la librairie La Pastèque, et dans le cadre du festival Les Récrés sonores qu'avait organisé La Puce à l'oreille. Et on a également eu une présence dans le livre et de la presse jeunesse de Montreuil en décembre suivant 2019, parce que dans le stand de La Pastèque, il y avait donc des postes d'écoute pour écouter le balado. Et le résultat a été vraiment intéressant. Bon, je pense qu'on a eu à peu près entre 15 et 20 000 écoutes, et un peu de presse. En tout cas, c'était vraiment intéressant par rapport à la manière dont on avait ramené le focus sur le livre aussi. L'Abeille à miel, qui n'était pas une nouveauté, qui était plus issu d'un catalogue plus ancien, et donc qui permet aussi de remettre sur le devant de la scène cet album-là. Fort de ce succès, et très heureux d'avoir pu bien travailler. Ah, peut-être que je peux faire écouter un petit extrait. On peut écouter un petit extrait. Alors, je ressors. Voilà. La puce à l'oreille. Ce podcast est présenté par les éditions de La Pastèque. Tiens, tu entends? Elle approche. C'est une abeille. Il s'agit d'un insecte. On compte 20 000 espèces d'abeilles dans le monde. On en trouve 800 juste au Canada et près de 1000 en France. Elle mesure entre 2 mm, soit l'équivalent de 2 têtes d'épingle, et 4 cm, soit la largeur d'une balle de golf. Elles vivent majoritairement dans des endroits chauds et secs où l'on trouve beaucoup de fleurs.
Lorsque tu vois une abeille sur une fleur, du pollen se colle à ses pattes et il est ensuite déposé sur la prochaine fleur que celle-ci va visiter. Voilà, si vous voulez en apprendre plus sur les abeilles à miel, je vous invite à aller écouter le podcast ou à lire l'album de Kirsten Hall et d'Isabelle Arsenault. Pour revenir, c'est pas. Oui, hein. Oui, non. Ok. Donc, fort de ce succès, hop, il y a diaporama à nouveau. Oh, mais c'est pas possible. Ça me fout. Ok. Désolée pour ça. Ok, donc fort de ce succès, on est allé avec la PASTEC, donc on s'est assis, on s'est dit ok, il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça. Les éditions de la PASTEC ont décidé d'aller chercher du financement public pour développer de nouveaux formats de ce type-là, puisque le premier format était une coproduction, on avait investi un petit peu du côté de la puce à l'oreille, le laboratoire NT2 nous avait aidé aussi financièrement, donc, mais c'était vraiment avec des tout petits moyens. Là, on est allé chercher un peu plus d'argent, notamment auprès de Patrimoine Canada, le Fonds du livre, qui a un programme sur l'accessibilité du livre qui permet de faire du numérique, du livre audio, de la balado. Donc, on est allé chercher des sous là et à la SODEC également. Donc, les deux combinés nous ont permis de développer un projet qui s'appelle la PASTEC Audio, qui est un podcast, un fil podcast sur notre site, sur toutes les plateformes de podcast, qui propose pour l'instant en lien avec 6 albums d'édition, à chaque fois un balado documentaire et un balado d'entretien. C'est-à-dire qu'en gros, pour chaque album, puis on va écouter un entretien après, je prends par exemple l'un des albums qu'on fait était sur l'album En voiture. L'album En voiture s'intéresse à l'histoire des trains. C'est à chaque fois des albums documentaires, s'intéresse à l'histoire des trains et du chemin de fer. On a fait un balado complémentaire, c'est-à-dire qu'il vient interroger l'histoire des trains à vapeur. On a focusé sur cet élément-là, cet exemple-là. Et puis, on a fait un autre balado par rapport toujours au même album, d'entretien avec un ancien technicien et maître d'ouvrage sur les chemins de fer canadiens, dont on va écouter un mini-extrait. Donc voilà, à chaque fois, pour chaque album, pour chacun de ces 6 albums, on a ces 2 éléments audio-là sur un fil dédié. Pour l'instant, on en a sorti 3, et pour l'instant, on arrive à peu près, je pense qu'on arrive à 25 000 écoutes. Donc, on est quand même très heureux des résultats qu'on a pu obtenir. Et évidemment, il va y avoir des fiches pédagogiques de la même manière qu'on avait fait pour l'abeille à miel sur l'ensemble des contenus. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a un peu changé la formule. Au début de chaque balado, on rappelle le titre de l'album. Donc, ça va être un balado en complément de l'album En voiture de Pascal Blanchet, édité aux éditions de la PASTEC, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment à chaque fois de ramener vers l'album. Sur notre site et sur l'ensemble des plateformes, on invite à aller acheter l'album. Donc, c'est vraiment l'idée d'aller pousser et de développer la connaissance de l'album papier au départ. Je vais vous faire écouter. Désolée, tu dois revenir au début après, mais on a une belle illustration de En voiture de Pascal Blanchet. Et je vais faire écouter l'entrevue de Jean Cloutier, qui est Non, pas Jean Cloutier, excusez-moi, je vais y arriver. Claude Chartrand, qui est donc l'ancien qui a travaillé au chemin de fer nationaux. Et donc, c'est notre entretien, juste pour vous donner la différence par rapport à l'autre type de format plus documentaire. La PASTEC Audio. Cette rencontre est un complément de l'album En voiture, l'Amérique en chemin de fer de Pascal Blanchet. Bonjour, je m'appelle Claude, retraité et passionné du chemin de fer. J'ai travaillé 35 ans au Canadien national, au chemin de fer nationaux du Canada. J'ai pris ma retraite en 2006. Donc, j'ai commencé dans les années 70 à l'entretien des locomotives, comme mécanicien, ensuite comme contremaître. Les locomotives, ça varie beaucoup en puissance. On a des locomotives qui peuvent avoir 1000 chevaux vapeur et d'autres qui ont 4400 chevaux vapeur, tout dépendamment de l'utilisation. Quand on utilise une locomotive pour faire du démêlage de wagons dans une cour de triage, à ce moment-là, ça prend une petite locomotive. Et ici, à Saint-Nazaire, on avait une cour de triage qui recevait des trains, des convois qui arrivaient de différentes localités. Si les wagons devaient s'en aller à Montréal, soit à Québec, soit au Lac-Saint-Jean, il fallait les mettre sur des voies différentes parce que ce n'est pas le même convoi qui allait au même endroit. Et ces petites locomotives-là faisaient le triage de ces wagons-là
pour les accoupler tout ensemble pour faire un convoi pour aller dans un endroit bien précis. Voilà, donc c'est l'entrevue avec M. Claude Chartrand qui est assez épique. Je vous inviterai à l'écouter la suite si ça vous intéresse, mais il nous raconte une histoire d'acide sulfurique tombé dans un lac qui a détruit des chemins. Enfin, en tout cas, c'était des histoires assez folles. Alors, je vais essayer de revenir en diaporama en espérant que ça ne revienne pas au début. Je ne sais pas, mode lecture, peut-être ça sera différent. Oh non, désolée, je suis vraiment navrée. Hop. Donc, fort de ces expérimentations-là, en tout cas, on s'est dit, puis évidemment en accord avec la PASTEC, hein, l'intention, c'était pas de leur couper des arbres sous le pied, on s'est dit, OK, il faut vraiment développer ça de manière à plus large échelle. Donc, on a développé un projet qui s'appelle donc À l'écoute, financé par un programme assez nouveau qui a été mis en place en 2020 par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le programme Ambition numérique, qui vise à développer et à systématiser la création de balados documentaires en parallèle d'albums de fiction. Là, pour le coup, c'est là qu'on diverge un petit peu par rapport à la PASTEC audio, c'est que la PASTEC audio, c'est des albums documentaires dont on vient compléter la compréhension avec et un balado documentaire et un entretien. Dans le cas du projet À l'écoute, on parle d'albums de fiction auxquels on vient attacher un contenu balado documentaire. Donc, l'idée, évidemment, étant de pousser les albums jeunesse québécois sur l'univers numérique, mais également dans les foyers, auprès des parents, des enseignants, puis dans les écoles et dans les bibliothèques. Chaque contenu va pouvoir être écouté de manière complètement autonome, c'est-à-dire que ça fonctionne tout seul. On n'est pas obligé d'avoir lu le livre, de la même manière qu'on peut très bien lire le livre sans forcément avoir besoin d'écouter la balado, mais donc on veut vraiment à chaque fois avoir ces deux propositions complémentaires. On espère évidemment que les gens vont avoir envie de pousser plus loin. Ce qui est intéressant pour les éditeurs en particulier, c'est qu'on espère que ça va améliorer la découvrabilité des albums en imaginant que ça permet d'avoir une présence pour l'album dans l'univers numérique, une présence peut-être un peu plus complète que la simple notice bibliographique des entrepôts numériques, par exemple. Et puis, c'est un renforcement de la promotion, puisque évidemment, l'idée étant de pousser les albums dans la presse, auprès des publics, dans les différentes plateformes numériques, etc. Donc, je vais vous présenter le projet de manière un peu plus concrète et un peu plus détaillée. Mais donc, en gros, c'était vraiment l'intention. Le programme Ambition numérique qui nous a financé, c'est vraiment un programme qui avait pour vocation d'aider des secteurs au complet. Ce n'était pas des projets one-shot. Et c'est vraiment comme ça qu'on a pensé À l'écoute, c'est-à-dire de dire, nous, on veut aider l'écosystème des éditeurs à se développer et à proposer des choses un peu novatrices et un peu différentes dans l'univers numérique, en lien avec les constats qu'on avait faits, donc de la combinaison papier numérique, des coûts de production de propositions numériques extrêmement complexes, de la découvrabilité en ligne. En prenant tous ces constats-là que j'ai exposés au début de la conférence, et avec des moyens de production limités et donc réalistes, on est arrivé à cette proposition. Les objectifs, c'était d'abord de permettre aux maisons d'édition québécoises jeunesse de trouver leur place et d'être découvertes au sein de l'univers numérique francophone, de former les éditeurs et éditrices québécois au potentiel de la balado-diffusion à partir d'observations et de données probantes. J'y reviendrai, mais je l'ai dit tantôt, on a peu de données sur les jeunes publics en balado, ou quasiment pas, donc nous, on veut développer ces données-là. Augmenter les connaissances générales sur les modes et contextes d'écoute de balado, donc à la fois pour les éditeurs, mais aussi pour les autres producteurs de balado. Développer une méthodologie efficace et éprouvée de production et de diffusion de contenu balado. L'idée, c'est que ce qu'on veut en lien avec des albums jeunesse, j'ai mis 2 fois éprouvé et efficace, je m'excuse, parce qu'on veut faciliter une nouvelle production, on veut trouver des formats qui fonctionnent et sont capables de produire rapidement de manière qualitative et soutenir le développement technique de nouvelles avenues de mise en valeur des contenus littéraires québécois. Je vais en parler tantôt, mais c'est tout un projet également en termes de diffusion. Et enfin, évidemment, outiller les enseignants, les bibliothécaires, les médiateurs de la lecture pour des activités d'appropriation et de découverte de la lecture. Je reviens aux besoins que j'avais établis plus tôt, qui étaient issus de la recherche, c'est que effectivement, là, on a besoin, en particulier dans des moments un peu compliqués comme celui de la pandémie, d'outiller un peu mieux avec des propositions numériques qui soient faciles d'accès, qui soient gratuites idéalement, et qui soient faciles d'appropriation pour les enseignants, les médiateurs, tout en leur permettant d'aller de l'avant dans le développement des apprentissages des élèves et des jeunes. Et puis, évidemment, outiller les parents de jeunes enfants à la recherche de contenu numérique francophone, accessible et pertinent et sans écran. Rapidement, sur les partenaires du projet, il y a 8 partenaires, éditeurs jeunesse, qui sont tous des éditeurs indépendants. Fonfon, La Pastèque, Les 400 coups, Monsieur Ed, Druide comme des géants, La Courte Échelle et Lisatis. Il y a des partenaires de diffusion et de distribution, donc Bibliopresto, prêtnumérique.ca,
et l'équivalent de Bibliopresso, donc qui s'occupe de tout prêt en bibliothèque publique au Québec et au Nouveau-Brunswick, et son partenaire, en fait, son pendant naturel en bibliothèque scolaire Biblius, et puis son partenaire technique de marque qui s'occupe de l'entrepôt numérique, donc plateforme de vente et de prêt. Lis avec moi, évidemment, qui s'intéresse au développement de la lecture chez les jeunes publics, Communication Jeunesse, qui est de la mise en valeur de la littérature jeunesse francophone, canadienne, le Salon du livre de Montréal, c'est mon partenaire de diffusion. Et enfin, en recherche et en transfert de connaissances, on a comme partenaire la chaire en littératie médiatique multimodale de l'Université du Québec à Montréal, le laboratoire NT2 également de l'Université du Québec à Montréal, et l'Association nationale des éditeurs de livres, l'ANEL. Donc, c'est un écosystème de partenaires qui dans notre vision, arrivait quand même à couvrir tous les éléments de la chaîne vidéo. Donc, c'est un projet qui se développe en 3 volets. Un volet production, un volet diffusion et un volet études et transfert de connaissances. Pour le premier volet, le volet production, l'objectif du projet, puis on a 12 mois pour le faire, c'est de produire 37 contenus audio originaux, donc à peu près 4 ou 5 contenus par éditeur partenaire. L'idée, c'est d'aller chercher donc 37 titres et albums qui peuvent être soit des nouveautés, soit des fonds de catalogue qu'on veut revaloriser, qui peuvent être en fait vraiment au choix de l'éditeur, mais de fiction, systématiquement. Et puis nous, on va y accoler un balado documentaire. Quand je dis sur des audios originaux, c'est important, c'est-à-dire qu'on ne récupère aucun élément du livre initial, à part une petite vignette pour illustrer le balado qui sera issue des illustrations du livre. Tous les éléments qu'on produit sont originaux, les textes, évidemment la conception sonore, on va engager des comédiens, etc. Tout ça sera en achat de droit pour pouvoir ensuite être mis en ligne gratuitement, de manière facile, et puis ne pas avoir à gérer des droits de suite, etc. Donc, par exemple, dans les thématiques qu'on va pouvoir aborder, c'est extrêmement diversifié. Je pense par exemple au Grand méchant loup dans ma maison, chez les 400 coups, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui voit un beau-père arriver extrêmement violent avec elle et avec sa maman. Le balado va traiter de violence conjugale. On peut avoir des choses plus légères aussi. Par exemple, il y a des albums qui portent sur les dinosaures ou très rigolos, extrêmement enlevés. On va faire un balade documentaire sur les dinosaures. On peut imaginer des choses sur la transidentité, sur l'autisme, sur les émotions, sur l'ennui, sur les planètes. En tout cas, extrêmement large. Là, notre objectif pour les prochaines semaines, ça va être de choisir avec les éditeurs partenaires les titres qu'on va pouvoir traiter avec eux pour ensuite partir en production. Pour chaque contenu audio, on aura une fiche pédagogique dédiée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à travailler avec l'Université du Québec là-dessus, en développant un peu les fiches qu'on a déjà développées dans notre projet prototype avec la PASTEC. Donc, appropriation de l'écoute toujours, mais on va essayer de pousser aussi pour développer des sections sur les troubles d'apprentissage, sur le développement de l'oralité, de l'expression orale, et sur des élèves en francisation, parce qu'on pense que le balado jeunesse peut être un très bon outil pour s'approprier la langue française également, lorsque c'est notre langue seconde. Des outils de création, c'est-à-dire qu'on va évidemment produire et mettre ça à disposition des enseignants, etc. Mais on va aussi inviter les enseignants, à travers un club des profs qu'on va monter, à développer eux-mêmes leur propre balado documentaire en lien avec des albums qu'ils ont aimés avec les jeunes, mais non pas les jeunes comme un petit E qui manque. Donc, par le biais d'ateliers, d'outils de création mis à disposition gratuitement pour les enseignants, on va les inviter aussi à s'approprier la création de balado. Aussi parce que la création de balado, au-delà de l'intérêt que ça développe pour la lecture, parce que les enfants vont devoir s'intéresser à l'album que va choisir l'enseignant, mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que la création d'un balado permet de développer un certain nombre d'apprentissages, notamment informationnels. Je vais chercher de l'information, je documente, de l'écriture, je rédige, j'écris mon balado, de l'oralité, je l'enregistre. Je suis capable de faire une expression orale et de la technique si l'enseignante décide de se rendre jusqu'au montage et la réalisation sonore avec les jeunes. Donc, il y a quelque chose d'hyper complet dans le projet de création d'un balado avec des élèves. Voici pour le volet production. Qui a quasiment commencé là parce qu'on est en train de choisir les titres et on va très rapidement passer en écriture dans quelques semaines. Le deuxième volet, c'est le volet diffusion. D'abord, on va mettre en place 4 jalons de communication. Un premier en septembre, ensuite Salon de Livre de Montréal, ensuite janvier, puis ensuite mars 2022, donc la semaine de la relâche 2022. C'est l'échéancier qu'on a soumis au ministère de la Culture et des Communications, qu'on va s'efforcer de suivre. L'idée étant qu'à chaque jalon, il y a une série de contenus qui sortent. On ne va pas avoir quelque chose tous les mois, mais peut-être un 10 au début, ensuite 8, ensuite, etc. Donc, pour arriver jusqu'à mars 2022. Toujours sur le même fil audio, l'idée étant d'enrichir le fil audio. C'est-à-dire que si le parent qui s'est abonné
en octobre, parce qu'il a vu ça dans la presse, on va faire des relations de presse évidemment, s'abonne au fil audio sur toutes les plateformes, Apple Podcast ou autres, il va être notifié quand il y a un nouveau balado. Et donc, il va être probablement peut-être intéressé par l'album dont va parler ce nouveau balado, l'album qu'il ne connaissait peut-être pas. Donc, c'est toujours un peu ça l'idée, avec à chaque fois en début de balado, ce balado est en complément de l'album, écrit, illustré, édité chez. Voilà, c'est vraiment l'idée d'à chaque fois de pousser l'album. Par ailleurs, dans le cadre de notre partenariat avec donc, deux marques, et par le fait même par prêtnumérique.ca, on va faire un important développement qui est budgétisé, qui coûte quand même beaucoup d'argent, mais qui va bénéficier à nous et à l'ensemble du secteur de l'édition et de la balado. C'est de développer dans l'entrepôt numérique, donc dans l'endroit où les éditeurs déposent leurs notices bibliographiques, de développer la possibilité d'avoir un player, c'est-à-dire un lien, en fait même pas un lien d'écoute, c'est vraiment un player. Ça veut dire que je vais aller sur libraire.ca et si je vais sur l'album Le Grand Méchant dans ma maison dont je parlais tantôt, des 400 coups, je vais pouvoir voir la bibliographie classique et aussi un player vers le balado. Notre intérêt là-dedans, le fait que ce soit présent sur les plateformes de vente, donc libraire.ca, fnac.com, Amazon, etc., plateformes de vente qui le voudront bien, mais aussi de près, Biblius, Bibliopresto, va permettre de développer des métadonnées. C'est-à-dire que comme on va ajouter des métadonnées en lien avec le balado, on ose espérer, comme elles s'ajouteront aux métadonnées déjà développées pour le livre, que au final, si je tape album jeunesse violence conjugale, il y a de fortes chances que l'album qui sorte en premier ou plus haut soit Le Grand Méchant dans ma maison des 400 ans. Donc ça, c'est un peu ça le pari. Par ailleurs, donc en partenariat avec Bibliopresso Biblius, on veut être présent en bibliothèque et publique et scolaire. Ça va être extrêmement important pour nous. Une stratégie de découvrabilité, je sais qu'André est par là, donc c'est avec l'agence Cogency qu'on va travailler sur cette stratégie-là, qu'on se chargera ensuite d'appliquer. On est en train de complètement réinventer notre site, notamment pour pouvoir avoir des boutons directement intégrés dans notre site qui permettront d'aller directement sur un lien leslibraires.ca pour acheter le livre et une présence évidemment sur l'ensemble des plateformes de diffusion de balado-diffusion pour avoir le maximum de reach possible, mais aussi YouTube, dont on s'est rendu compte que ça marchait extrêmement bien, d'avoir juste l'audio sur YouTube fonctionne très très bien aussi en termes de ramener en fait les publics, parce que les algorithmes font en sorte que les enfants tombent naturellement sur ces contenus-là. Donc l'idée vraiment est d'avoir toutes ces avenues de diffusion-là, des balados. L'idée, bien sûr, là-dedans, je le répète, je sais que peut-être que je suis un peu redondante, mais l'idée, c'est que je découvre un album jeunesse qui me plaît bien, je me rends compte qu'en fait, il y a un balado qui est associé, on est même prévu de faire des autocollants pour les nouveautés, pour que ce soit indiqué sur l'album. Ou alors, je découvre le balado qui m'intéresse, et tiens, c'est intéressant, ça parle de ce sujet m'intéresse, je vais aller essayer de découvrir l'album jeunesse. J'essaie de... Ouais, il faut que j'avance un peu plus vite. Par ailleurs, en termes de diffusion et de découvrabilité, on est en train de voir avec des médias partenaires pour développer des fils audio sur leur plateforme. C'est-à-dire qu'ils récupéreront notre fil pour qu'on puisse collecter et générer toutes les données au même endroit, mais on va pouvoir diffuser sur différents médias partenaires très pertinents pour nos publics. C'est vraiment ça l'intention, qu'on soit présent le plus d'endroits possible. Sur des plateformes publiques québécoises, on est en train de regarder. On est déjà présent sur Idélo, c'est ontarien, mais on pourrait imaginer, est-ce qu'on ferait la même chose avec Télé-Québec, est-ce qu'on ferait la même chose avec d'autres partenaires de ce type-là, ça pourrait être extrêmement intéressant. Et le développement de fil audio sur des plateformes hors Québec, je parlais d'Idélo, qui est la plateforme de TFO pour la francophonie ontarienne, notamment pour les enseignants. On a déjà un fil audio chez eux, on voudrait en développer un à l'écoute, à voir avec eux. Peut-être qu'on peut imaginer faire des choses avec la France, avec la Belgique, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir être partout, toujours dans l'idée de valoriser l'édition jeunesse québécoise. Après, il y a des trucs en plus en lien direct avec les publics. On a prévu, si on arrive à faire du présentiel cette année, un espace d'écoute dédié au Salon du Livre de Montréal, des espaces d'écoute dédiés en salons internationaux. On aimerait beaucoup, on va voir comment on peut le faire, mais d'avoir un espace d'écoute qui se balade dans les grands salons internationaux pour toujours faire découvrir encore les albums et les balados, des goûters d'écoute en bibliothèque et pourquoi pas des espaces d'écoute en bibliothèque aussi. Donc ça, c'est parmi les plans qu'on a dans l'année qui vient pour développer le lien direct avec les publics. Voilà pour l'aspect diffusion. Pour l'aspect études et transfert de connaissances, comme je vous disais au début, il y a très peu de choses qui existent en termes de données sur les moins de 15 ou moins de 12. On ne sait pas grand-chose. L'analyse Kittison était limitée aux États-Unis. Donc, en termes de francophonie, il n'y a quasiment aucune donnée là-dessus. Donc, on veut aller les chercher, ces données-là. Donc, pour comprendre, notamment au niveau qualitatif, comment est-ce que les enfants et les parents, les enseignants, etc., consomment, on va faire une série de focus group avec ces publics-là, avec des analyses un peu poussées, des entretiens un peu poussés sur quand est-ce qu'ils consomment, comment est-ce qu'ils consomment, qui choisit
quels sont les critères de choix, quels sont les mots qu'ils cherchent lorsqu'ils veulent trouver un podcast jeunesse, quels est le moment dans lequel ils l'écoutent, quelle est la durée idéale pour eux, est-ce que c'est un 5 minutes, est-ce que c'est un 20 minutes, est-ce qu'ils l'écoutent pendant qu'ils travaillent et qu'ils font leurs devoirs en mode fond sonore, ou est-ce qu'ils l'écoutent de manière vraiment extrêmement attentive. Donc ça, on veut le savoir pour les parents et les enfants. Pour les enseignants, on veut savoir la même chose, est-ce que c'est une écoute individuelle de l'enfant qui va dans un coin de la classe parce qu'il a fini son travail? Est-ce que c'est une écoute collective? Est-ce que c'est des outils? Est-ce qu'on écoute par petits bouts de 5 minutes, on arrête et on reprend l'écoute? Est-ce qu'au contraire, on veut faire écouter d'un coup un podcast de 15 minutes à des élèves? Tout ça, on veut le savoir. Puis surtout, quels sont les usages que les enseignants puissent voir avec ça. Et enfin, idem pour bibliothécaires et médiateurs, quels sont les éléments de réflexion qu'ils ont par rapport à l'écoute, notamment à l'écoute avec les jeunes publics. Mais on veut également travailler pour les producteurs. C'est-à-dire que quand j'entends producteur de balado, mais peut-être aussi, enfin en tout cas aussi éditeur, notamment en essayant de comprendre leurs besoins. Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait les aider à faire plus de production jeunesse? Est-ce que c'est une meilleure connaissance des publics? Est-ce que c'est des financements publics vraiment adaptés? Donc ça, on veut le savoir. On veut travailler sur la découvrabilité, on veut travailler sur les aspects juridiques, parce que sachez qu'aujourd'hui, il y a un flou juridique autour de la balado, notamment pour les comédiens. L'UDA n'a pas encore de convention collective autour des productions balado, contrairement au livre audio, par exemple, ou à la narration hors champ. En général, le balado tombe un peu dans une craque. Donc, il y a quand même un flou juridique autour de ça. Donc, on aimerait bien essayer d'explorer un peu ça, de creuser un peu pour proposer quelque chose d'un peu plus cadré et plus sécuritaire. Et les impacts, évidemment, que la balado-diffusion peut avoir sur les jeunes publics et leur apprentissage. Et donc, ce qu'on espère derrière, c'est pouvoir faire des recommandations aux entités de recherche et au pouvoir public, puisque ça fait partie du mandat que le ministère de la Culture et des Communications, en attribuant ce fonds, nous a un petit peu donné. Pour ça, et évidemment, les éditeurs, on peut également les informer de toute la mécanique, notamment parce que tout ce qu'on va développer avec de marques, donc tout l'aspect player sur les plateformes de vente, métadonnées, etc., va être accessible à nous, mais à tout le monde. C'est-à-dire que si je suis les éditions de ta mère, par exemple, qui ne font absolument pas de jeunesse, je pourrais tout à fait imaginer de développer des formules audio d'entrevue avec les auteurs, mise sur mes notices bibliographiques dans le repos numérique, donc plateforme de vente, plateforme de prêt. Donc ça, on veut en informer les éditeurs. On veut aussi les informer des processus qu'on a mis en place, les informer des potentiels de la balado, de nos découvertes, en fait, de nos révélations au cours de l'année. Donc pour ça, on va faire une journée professionnelle à la fin du projet, donc au printemps 2022, une série d'ateliers de webinaires pour les éditeurs en lien avec l'ANEL, donc l'Association nationale des éditeurs de livres, tout au cours de l'année, notamment au Salon du livre de Montréal. Et on va publier et on va rendre accessible gratuitement en ligne un guide d'implantation, un peu la recette de la manière dont on a monté le projet, et un guide des publics, donc des découvertes qu'on aura pu faire à travers les différents focus group et sondages. Voilà pour le projet. Pour terminer, parce que là il est déjà 10, et je vais garder une petite période de questions. Pour terminer, effectivement, donc là, l'échéancier du projet financé s'arrête en mars 2022, mais on n'a évidemment pas envie de s'arrêter là. Ce qu'on veut faire, c'est de continuer à développer des balados documentaires sur ce même fil audio, à l'écoute, en espérant que, à un moment donné, le fait de développer un balado documentaire en lien avec son album devienne quasiment une habitude dans les stratégies de mise en marché des éditeurs jeunesse. De la même manière qu'on va engager une firme en relations de presse, on va peut-être engager un producteur balado pour développer un balado documentaire en lien avec son album. Donc, c'est vraiment une envie de développer une habitude, mais aussi un impact avec toutes les actions de communication qu'on va mettre en place cette année. On espère que le nombre d'écoutes sera exponentiel et que donc ça va vraiment être intéressant en termes de promotion et de découvrabilité de développer un balado. Ça, c'est un petit peu la stratégie. Pour l'instant, les éditeurs ne payent rien, les éditeurs partenaires. Ils sont même rémunérés pour le temps qu'ils mettent sur le projet, puisqu'ils vont devoir valider les textes, etc., puis faire la mise à jour sur l'entrepôt numérique. En toute transparence, ils touchent chacun $450 par titre. Voilà. Mais à l'avenir, évidemment, dans la pérennisation de ces modèles d'affaires-là, on devra imaginer un prix à faire payer aux éditeurs qui voudraient continuer ou qui voudraient travailler avec nous. Ce qu'on espère, c'est qu'avec la mise en place de ce projet-là pendant un an, on va arriver à avoir trouvé certaines formes d'économie d'échelle qui va nous permettre de proposer des prix assez bas. Évidemment, ce qu'on veut aussi, c'est développer d'autres types de fil audio. Là, le fil audio à l'écoute s'adresse principalement aux jeunes entre 7 et 9 ans. On peut imaginer un fil audio pour les plus jeunes, en préscolaire, ou pour les plus âgés, pour les ados. Voilà un petit peu par rapport au fil audio à l'écoute. Évidemment,
On veut s'intéresser également à d'autres marchés, notamment sur le continent américain. Il y a quand même une forte présence francophone aux États-Unis, au Canada, donc on veut vraiment essayer d'aller développer ça. Le marché francophone sur le continent africain, moi je suis extrêmement intéressée par ce qui se passe en Afrique francophone, et notamment il y a un certain nombre d'initiatives portées par l'UNESCO ou par l'Organisation internationale de la francophonie qui visent à utiliser le téléphone mobile. C'est-à-dire qu'il est parfois dans certains pays difficile d'avoir accès aux livres parce que c'est coûteux, parce que ça prend une certaine forme de grande logistique. Mais par contre, tout le monde a un appareil mobile, tout le monde a un téléphone intelligent en général. Et donc, c'est facile comme type de format à propager. Donc, on veut vraiment aller explorer ça également, ça nous intéresse beaucoup. Le développement du réseau de producteurs dont on a parlé au début dans l'écoute buissonnière et le développement dans les secteurs scolaires. On veut vraiment pouvoir travailler le principe de la balado-diffusion en lien avec les enseignants et les enseignantes du Québec et d'ailleurs en francophonie. Pour nous, c'est extrêmement intéressant. Et pour terminer, il y a peut-être l'idée d'un... peut-être que pas ce projet-là, ça ne ferait pas vraiment de sens parce qu'on a déjà un album jeunesse au départ, mais de manière générale, l'idée d'associer un livre et de la balado pourrait se faire dans l'autre sens. C'est quelque chose qu'on a vu beaucoup. Je pense à El Capucci, qui est donc à la base un balado Radio-Canada pour les jeunes publics, qui est devenu un album publié chez La Bagnole qui arrive à son 3e tome, je crois. Même chose côté français, le balado un peu phare pour enfants de la radio France Inter, Une histoire et au lit, est devenu récemment une série d'albums publiés, je crois, chez Bayard. Donc, il y a comme une espèce de retour vers le livre, également en livre papier. Donc, on pourrait imaginer que les choses se fassent dans l'autre sens aussi, qu'on utilise des balados de la puce à l'oreille pour en faire des livres, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant. Donc, c'est intéressant, je trouve, de voir que la chose peut se retourner un petit peu dans la mise en marché, toujours dans l'idée d'utiliser l'objet vendable, découvrable et attractif qui est le papier, en lien avec la proposition numérique qui est novatrice et distinctive. Voilà, je vais arrêter de partager mon écran. Hop. Voilà. 14h14, vous savez, j'ai bien fait ça, Michel. Il me reste un quart d'heure de questions. Magnifique. Ça fait beaucoup de sujets, évidemment. Je pense que tous les mots qui sont en arrière ici de mon fond d'écran ont été quelque part abordés. Probablement, oui. Je suis partie de là, c'était mon canevas. J'ai pris ton image et j'ai monté ma présentation. En fait, c'est intéressant de réfléchir. Évidemment, Paul Luthier mène des études aussi à l'université en parallèle dans les études doctorales. Et l'université est un contexte vraiment idéal pour pousser la recherche et aller vers l'avancement. C'est intéressant, je crois, du côté de l'édition jeunesse, parce que nous, ici à l'Agence Topo, on n'est pas vraiment, on n'est pas spécialisé en édition jeunesse. On a un centre d'artistes en création numérique. On cherche la création numérique, on cherche à faire vivre la création numérique. Et dans le cadre d'activités de formation qu'on a montées autour de production multiplateforme, on a eu souvent des productions jeunesse qui font part de beaucoup de volonté d'expérimenter avec le sport parce que la notion de jeu qui est inhérente à à la découverte, le livre pour jeunesse, les enfants, l'apprentissage. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux et c'est un territoire vraiment fascinant pour l'expérimentation. Donc, l'édition jeunesse est un excellent domaine pour ça. Alors, c'est intéressant d'avoir mentionné justement l'attractivité de l'innovation. Nous, comme créateurs, comme producteurs de projets interactifs, évidemment, le caractère expérimental des productions nous intéresse. C'est un peu ça qu'on cherche à développer ou à encourager. Et c'est, en tout cas, dans les différents points que j'ai notés de la présentation, c'est évidemment aussi l'impact de la pandémie sur à la fois les ventes, la diffusion. Les chiffres sont quand même astronomiques. On le présumait. Je ne sais pas comment ça s'est traduit en vente, en argent sonnant, mais en tout cas en diffusion, parce que quelque part, c'est un objectif incontournable. On aura l'occasion d'en rediscuter parce qu'on va avoir aussi
d'autres partenaires que Prune a nommés dans cette présentation. On va avoir d'autres webinaires avec notamment les gens de marque, de BiblioPresto, Biblius, la découvrabilité, donc avec André Harvey. Donc, ce sont des thèmes qu'on va aussi aborder. La question du développement international est vraiment importante parce que évidemment, là, les frontières sont un petit peu abolies à cause de la pandémie. C'est paradoxal, mais on a une occasion d'aller se positionner dans les marchés indifféremment de où on est et de si les livres sont en magasin ou pas. Évidemment, ça peut aider après à mettre des livres en magasin et à les vendre. Parce que la question du livre, d'acheter un livre, c'est ça. Quand on achète un livre, puis qu'on le met, qu'on le joue avec, qu'on le dépose, c'est sûr que le 40 mentionné par Prune Multier plus tôt dans la présentation, pour le livre papier, un beau livre, un bel objet qui est presque une œuvre d'art, ben c'est plus le fun que de savoir qu'on a 100 mégabits d'un fichier audio dans un ordinateur. Hein. Il y a un autre point que j'ai relevé aussi qui est très intéressant, c'est la création des espaces d'écoute dans les institutions, dans les lieux publics, ce qui est vraiment très particulier. Je mentionnerai ici, je ferai un clin d'œil à nos collègues du Centre d'artistes Clark, la Galerie Clark, qui tient depuis plusieurs années un poste d'écoute à l'entrée de la galerie pour écouter des œuvres audio. Donc, c'est davantage axé sur l'art audio, mais ils ont développé cette question-là du poste d'écoute. Et là, cette explosion du balado, mais en fait, qui est récupéré par les institutions, ça reste vraiment intéressant. Il y a aussi le développement de la curiosité. C'est une expression que je ne connaissais pas. Stimuler la curiosité, c'est un objectif tout à fait magnifique. Il y a évidemment la question des fiches d'accompagnement. En fait, tout le volet, la structure du volet documentaire. Je mentionne qu'on va avoir, notre prochain après-midi va porter sur l'utilisation des outils numériques, du livre numérique dans un contexte pédagogique. Alors, la question des fiches d'accompagnement, c'est vraiment c'est en lien, on crée un projet, on l'accompagne. Et je retiens aussi le mot outiller. Autant on a eu des agents et agentes de développement numérique pour outiller les organisations artistiques de différents secteurs dans l'utilisation des outils numériques. Ben, outiller, c'est outiller les parents, outiller les enseignants, outiller les élèves, outiller les gens comme moi, outiller tout le monde dans l'utilisation des outils numériques. Et c'est intéressant d'apprendre l'idée aussi du player, genre comme le logiciel d'écoute, le player dans l'entrepôt numérique. Et les partenariats locaux et internationaux, qui est quand même, je pense que le développement de partenariats locaux et internationaux est quand même, je pense que c'est un objectif. Puis on a quand même ici la chance. Bon, on est dans une petite société ici au Québec. On est quand même assez serré. Tout le monde travaille un peu avec tout le monde. Ou en tout cas, de temps en temps, on est partenaire ou compétiteur, mais on n'est jamais loin ou on est toujours proche. Donc, c'est intéressant pour créer une synergie. Oui, puis je pense, pardon, si je peux me permettre là-dessus, c'est je crois aussi que l'idée est de créer un cercle vertueux. Nous, on part du principe que plus on va produire de balados aux enfants, plus les parents vont en écouter, plus les enfants vont écouter, plus il va y avoir une appétence pour ça. Enfin, tu sais, comme une espèce de cercle un peu vertueux se mettre en place comme ça aussi, d'où l'envie de développer des synergies, justement, comme tu disais. Oui, bien, c'est sûr, moi, je suis de la génération Fanfreluche. Alors, Fanfreluche va raconter une histoire pour vous amuser. Ben voilà. Alors, je laisserai la parole au public pour poser des questions à Prune. Merci pour cette présentation extrêmement bien structurée et enrichissante.
Et on aura tout à l'heure, dans le prochain webinaire qui suit à 15 heures, on va explorer une approche plus expérimentale avec Judith Brogard, différentes façons de traiter de l'édition jeunesse. Et dans l'intervalle, on aura, je vais vous proposer un jeu qu'on a produit à Topo qui permet de jouer avec les mots. Et voilà, je laisserai donc la parole au public. Merci. Allô? Oui. Allô, salut Adèle. Bonjour Gabriel, bonjour Michel, bravo pour cette initiative. Merci Prune pour ta présentation. C'est ça, je découvre le projet à l'écoute. Moi, je suis éditrice chez Planète Rebelle. Je découvre le projet à l'écoute et effectivement, vous avez saisi exactement l'enjeu qui est le lien entre la version papier et la version audio. Nous, on l'a toujours fait naturellement parce que c'était du livre CD. Maintenant qu'on transforme complètement nos formats audio, on se retrouve confronté à cette question, couplée en plus à la question de la gratuité. C'est ça, donc moi c'est juste une réaction là que je fais. Mais l'introduction d'un format audio documentaire en complément du livre de fiction, je trouve que c'est une bonne solution pour montrer aussi la nécessité d'acheter le livre. Ouais. Nous, on produit des versions audio de fiction aussi, parce qu'on travaille juste avec des conteurs et des conteuses. Et c'est vrai que ça fait que si on donne gratuitement cette version audio-là, pourquoi acheter le livre? Il y a une belle complémentarité en tout cas dans votre projet à l'écoute, que je trouve très intéressante. Mais je sais que vous êtes dans cette réflexion-là, parce qu'on travaille ensemble pour être tout à fait transparent avec Planète Rebelle et la puce à l'oreille. Mais effectivement, c'est un grand questionnement, je pense que beaucoup de producteurs audio ont, et d'éditeurs, comment ne pas se couper l'arme sous le pied, comment en même temps proposer. Est-ce que l'audio devient un objet promotionnel du livre? Est-ce que c'est une vente un peu plus chère de l'album parce qu'il y a une version audio? En tout cas, il y a des choses intéressantes à creuser, mais c'est vrai que tous ces questionnements-là apportés par les nouvelles plateformes de diffusion d'audio sont extrêmement intéressants et à observer. Moi, j'ai quand même le sentiment, on continue à observer, mais il y a peut-être des choses aussi, en tout cas, l'appétence du livre audio qu'on a vu tantôt, que j'ai expliqué tantôt avec le développement complètement fou des trucs de prédit, quand même que le livre audio a une énorme place à prendre. Mais comment l'apprendre aujourd'hui avec les nouvelles réalités, quoi. Je suis d'accord avec toi que c'est tout un questionnement. Et en tout cas, aussi, comme le dit Michel, l'introduction de ce player sur l'entrepôt numérique, précisément, je pense que c'est complètement nécessaire. Ça permet de mieux fluidifier le lien entre les produits, les relations entre produits. Absolument. Pour l'instant, on a un gros problème du côté de l'entrepôt numérique pour faire un lien fluide entre la version audio et le livre. Et quand ça se sera fait, déjà, on avancera, ce sera un pas en avant dans cette connexion multimédia, quoi. Mais c'est pour ça aussi qu'on essaie de le faire. Ce que j'ai compris de ce que m'a dit de Marc, on continue les rencontres pour préciser les choses, mais ce que j'ai compris, c'est que ce player-là va être disponible et après, il faut que les libraires l'acceptent sur leur plateforme. Donc, c'est à nous de faire le travail de petite main, d'aller voir libraire.ca, d'aller voir Fnac.com, d'aller machin. Donc, on va avancer, on va y arriver. Oui. Dans ce scénario, Marc va permettre la possibilité d'intégrer un lien audio pour aller vers le podcast, dans tous les cas. Mais on espère, dans le maximum de plateformes, le player. Et dans tous les cas, il y aura le player et la bibliothèque. Le lien, le problème du lien, c'est que c'est encore arrivé sur... Oui, je sais. Ça, du coup, le player, on va espérer que les libraires vont avoir envie de l'intégrer, parce que ça va être intéressant pour eux aussi. C'est ça le pari, quoi. Et on pense que oui, mais au moins tous les partenaires travaillent ensemble. Exactement. Le Marc est là, les libraires sont là, l'ANEL est là. L'ANEL va aussi présenter plus tard dans le contexte du forum, ainsi que l'UNEC. Donc, toutes ces questions-là. Et on a une question dans le chat qui questionne un modèle d'affaires dont on va parler évidemment plus tard dans le forum.
est-ce que le modèle d'affaires pour les balados jeunesse est l'abonnement? Alors, pas du tout. Le modèle d'affaires pour le balado jeunesse est la gratuité totale et absolue. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer de l'abonnement parce que, en tout cas, je reprends un petit peu quand même, parce qu'il existe aujourd'hui des diffuseurs de type, notamment en France, notamment Cybelle ou Magellan, qui n'ont pas forcément de jeunesse en particulier, mais qui font aussi du jeunesse, qui proposent une espèce de formule un peu à deux volets. C'est-à-dire qu'il y a une formule freemium, on a accès à une partie de contenus qui sont des contenus récupérés d'autres diffuseurs, notamment d'autres producteurs, pardon. Et puis il y a des contenus originaux, un peu comme les original Netflix, là, où on va devoir s'abonner pour pouvoir les écouter sous la forme d'un abonnement. Donc ça, c'est effectivement un modèle. Je ne suis pas certaine que, étant donné la grande concurrence de gratuité, ce soit très fonctionnel. Imaginez l'abonnement pour du balado, en tout cas, parce que le modèle initial du balado est vraiment la gratuité. Aujourd'hui, c'est plutôt de la gratuité pour tous les publics. Et puis, assez rapidement, on s'en est rendu compte, dès lors qu'on a commencé à mettre en ligne nos premiers balados, notre capacité à faire le suivi de où est-ce que se retrouve notre lien, où se trouve notre contenu, est assez difficile. Donc, assez rapidement, les plateformes reprennent les feeds un peu partout, dans les différentes plateformes de diffusion, un peu podcast, etc., mais aussi Balado Québec, et aussi podcast, et aussi... Donc, c'est extrêmement difficile à suivre. Donc, pour l'instant, non, le modèle d'affaires, ce n'est pas vraiment l'abonnement, ni de manière générale le fait de faire payant. Par ailleurs, comme on est sur du jeunesse, on n'a pas accès à des financements d'annonceurs. On n'a pas le droit, en dessous de 13 ans, d'avoir des pubs, par exemple. On ne voudrait pas le faire, mais même si on voulait le faire, on n'aurait pas le droit, en tout cas au Québec. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Donc, ça, ce n'est pas non plus un modèle d'affaires viable. Donc, nous, notre modèle d'affaires, à nous, en tout cas, avec la puce à l'oreille, c'est de développer des contenus à l'interne et de développer des contenus pour d'autres qui nous payent. Voilà. Oui, bien, c'est sûr qu'on a des partenaires médias, en fait. Moi, je dis toujours des fois, c'est plus payant de demander du financement gouvernemental dans le cadre d'un programme ou trouver un partenaire dont c'est le mandat que d'essayer de vendre des trucs à la pièce. Exact. Mais je dis, si on vend 1000 trucs à la pièce à 10 $, ça fait 10 000. Si on trouve un partenaire, ça peut facilement faire 50. Oui, exact. Alors, c'est un peu une approche. Parce qu'après, c'est évidemment multiplié par le public qu'on va rejoindre. Donc, par tête de pipe, ça revient moins cher si on a un partenaire qui met 50 000, qui rejoint une grande pyramide de public par rapport à 10 000 qu'on pourrait aller chercher pour 1000 personnes. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est un peu... mais ça, c'est une approche sociétale, je pense, qui est liée au financement de la culture, au financement public, mais à l'éducation. Tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres... Je vois qu'il y a K Photo qui a levé la main, du coup. Oui. Oui, salut. Je parlais évidemment beaucoup de matière dans ta présentation, c'était vraiment intéressant. Merci. Vous avez abordé un petit peu la relation, ce que je vais appeler transmédia. Michel, je sais de quoi je parle parce que j'ai fait une présentation il y a 2 semaines, mais de la relation entre les contenus périphériques autour de l'objet principal qui sont dans votre cas un livre jeunesse. Puis effectivement, la partie audio peut être super intéressante pour, je pense, développer le récit ou précéder le récit ou suivre le récit. Alors, ça peut être promotionnel, mais ça peut être aussi au niveau de l'histoire, des parties qui sont difficilement présentables dans le livre. Et à ce moment-là, on a un accès qui est différent, qui ramène au livre. Le truc que je voulais vous dire, vous parlez d'un player tout à l'heure. Moi, j'ai acheté ça chez Omer de Serre il y a pas très longtemps. C'est un petit boîtier, il y a un petit Raspberry Pi dedans, etc. Et j'achète, en fait, c'est un player. Donc, c'est un boîtier qui se connecte en USB, puis sur lequel je connecte sur mon ordinateur et j'ai une bibliothèque d'histoire. Alors, c'est parti en France, puis maintenant, c'est aux États-Unis. C'est en train de faire un carton, en fait, et ils font des ventes. Et ça me fait dire que, en fait, l'objet lui-même, comme le livre, l'objet crée l'habitude d'utilisation. Oui, je suis entièrement d'accord. Et donc, dans l'habitude d'utilisation, puisque je ne suis pas devant un écran, mon fils le prend tous les soirs, et je ne vous donne pas de détails, mais il le prend aussi pour aller aux toilettes. Et ça prend beaucoup de temps pour sortir des toilettes, Gaspard, parce que quand il a sa boîte, il écoute 2-3 histoires ensuite. Fait qu'il y a une habitude de consommation qui s'est faite, qui n'est pas autour de l'écran, qui est autour de l'objet d'écoute. Alors, il est tout le temps comme ça, en fait, en train d'écouter son petit truc. C'est comme le Walkman à l'époque. Puis, je trouve qu'il y a quelque chose dans l'audio pour enfants qui est très intéressant.
Ouais, vraiment. Puis eux, c'est intéressant, c'est vraiment une success story. L'Uni, là, le boîtier de l'Uni, c'est qu'eux, ils ont été incubés au départ pour les avoir rencontrés à plusieurs reprises. On regarde avec la puce à l'oreille, on va essayer de travailler avec eux. Enfin, en tout cas, ils nous ont proposé d'imaginer les choses ensemble, donc on est très heureux de faire ça avec eux parce que c'est vraiment une histoire interactive. Mais effectivement, eux, ils ont été incubés au départ en 2016 par le Labo de l'édition à Paris, avec trois gars. Clairement, on parle dans un garage, enfin, tu vois vraiment le truc, l'espèce d'histoire, machin. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont 50 employés, 60 employés. Ils ont des bureaux à New York, ils ont des bureaux en Asie. Enfin, c'est absolument monstrueux le développement. C'est un peu de ouf à quel point ils se sont développés. Et c'est extrêmement intéressant. Et ce qu'ils disaient dans une conférence auquel j'ai assisté il y a quelques temps, c'est que maintenant, ils développent également l'institutionnel. Parce que concrètement, l'objet que tu as montré, là, c'est un audio guide génial pour enfants. Et c'est un audio guide génial pour un musée, c'est un audio guide génial pour un parc, c'est un audio guide génial. En tout cas, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Mais eux, ils ont vraiment saisi l'idée de dire il y a de la vente à la pièce d'histoire, mais il y a la vente de l'objet. Et l'objet n'est pas peu cher quand même en dollars. Je pense que c'est autour de 80-100 balles. Là. C'est pas rien. Enfin, c'est quand même un objet coûteux, mais ça marche de fou. Et je pense vraiment, je suis entièrement d'accord avec toi, il y a un truc avec l'objet. Nous, avec la puce à l'oreille, on est en train de développer un projet d'audio interactif avec une boîte qui s'appelle Spoken Adventures sur des affiches, imprimer des posters en fait, illustrés. Et avec l'activation de certains mots, avec une application de reconnaissance vocale, on déclenche des quêtes interactives. Et là, ce qu'on s'est dit, c'est, en fait, c'est l'affiche que tu veux avoir. Tu veux l'avoir chez toi, dans ta chambre, en face de ton lit. C'est aussi l'affiche qui peut-être va être près des caisses chez Renaud-Bré, près des caisses chez les libraires indépendants. Il y a cette idée de la découvrabilité aussi qui est hyper intéressante. Mais moi, l'Uni, je suis une fan absolue de Flore, l'éternel. J'ai pas d'enfant et j'en ai un, si tu veux. Donc, effectivement, c'est un bon. En fait, ils ont même des ententes avec des producteurs de contenu. Maintenant, ils viennent d'avoir, il était une fois l'homme, le corps, en fait. Ouais. Là, tu as des balades interactives dans le corps. C'est vraiment, vraiment le fun. Ouais, c'est intéressant. Ils travaillent avec des maisons d'édition jeunesse aussi, comme l'École des loisirs, pour rendre interactif leur histoire. C'est pour qu'ils puissent avoir un mini-choix. Donc, c'est vraiment un beau modèle, mais ça dit encore l'importance de l'objet, de l'analogique dans la relation de l'enfant avec le numérique, je pense. Ouais. Il y a Steve Lemay qui lève le doigt depuis longtemps. Il va avoir une chance, je pense. Je pense qu'on a Yayo aussi. Yayo, depuis longtemps. OK, je vais faire ça court parce que j'ai vu qu'Yayo aussi avait une intervention. Moi, merci beaucoup, Prune. Ça m'a touché lorsque tu as parlé de l'Afrique de l'Ouest et du potentiel et des besoins et ce qu'on pouvait faire là-bas. Parce que c'est une culture orale très présente. Je crois que ça serait de mise, en fait, de développer quelque chose là-bas. Et j'ai travaillé avec des auteurs sénégalais en Afrique de l'Ouest. Et puis, wow, la plume qu'ils ont, c'est superbe. Et ajouter à ça l'audio, je pense que ça ferait de très belles choses. Puis, une façon peut-être d'y accéder, j'ai travaillé aussi pour la Fondation Paul Gérin-Lajoie, qui fait des dictées PGL internationales. Et je me disais que parce que la Fondation crée du matériel, des auteurs africains écrit des textes et tout ça. Et si on pouvait ajouter l'audio à tout ça, je crois que ça serait superbe. Donc, juste un petit tuyau, peut-être, il y aurait sûrement quelque chose à faire avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie à ce niveau-là. Puis, il serait probablement ouvert aussi. Donc, c'est juste un petit commentaire. Extrêmement intéressant, merci. Je vais regarder ça, certain. Nous, moi, ce qui m'avait beaucoup inspiré, notamment, c'est un projet qui avait été monté par l'UNESCO, je crois, je ne sais plus où, au Sénégal probablement, où il y avait eu une diffusion de livres en fait, écrits, donc pour le coup on ne parle pas d'audio, mais vraiment de livres écrits via texto. En fait, donc à chaque fois des mini-histoires très courtes divisées en plusieurs textos. Je trouvais ça extrêmement intéressant parce qu'effectivement ça mettait la lumière sur le fait que tout le monde, que la consommation par téléphone mobile est extrêmement présente. Et qu'ils utilisons ça, quoi. Et le but de tout ça, c'est d'arriver à une dictée, la dictée PGL, et la dictée se fait oralement. Okay. Donc, il me semble que ça va de soi. Absolument. Ouais. Je dois quitter. Merci. Et merci beaucoup. Je passe la parole à Yao. Merci. Je suis auteur-illustrateur de livres jeunesse. Et puis, évidemment, que ça m'intéresse beaucoup, les sujets d'aujourd'hui et ce que vous faites. Je voudrais savoir, vous, en tant que spécialiste, si vous avez des recommandations à faire à des auteurs et illustrateurs de livres jeunesse pour mieux intégrer leur travail, leur création au balado, et aussi
quels seront les débouchés les plus importants dans ces milieux pour des illustrateurs de livres jeunesse, par exemple? Ben, c'est certain que nous, dans la manière dont on a pensé le projet, c'est que les choses sont un peu, je ne dirais pas divisées, c'est pas vrai parce que c'est forcément du lien, mais c'est vraiment deux contenus assez différents. Ceci dit, j'aimais bien ce que disait Jaco tantôt sur l'idée du transmédia, sur l'idée de rentrer dans différents points narratifs. On pourrait tout à fait imaginer une déclinaison à l'audio, par exemple une rencontre avec les personnages du livre à l'audio, en tout cas d'avoir une extension, en tout cas du livre par les éléments audio. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a vous faites ça très bien, déjà, la création d'un univers graphique, quasiment sonore aussi. Moi, quand je lis un album jeunesse, quand je lis les textes, quand j'imagine aussi l'ambiance avec le visuel qui est proposé par l'illustrateur, l'illustratrice, je trouve que ça crée quasiment tout de suite une immersion qu'on peut tout à fait dupliquer en immersion sonore. Donc, je ne sais pas si j'aurais vraiment de conseils pour des auteurs et illustrateurs là-dessus, mais par contre, d'imaginer d'avoir des extensions sonores, je trouve que c'est extrêmement intéressant et peut-être être pensé dès le début dans la création de l'album, si c'est quelque chose que vous voulez développer. L'autre chose par rapport au débouché du projet à l'écoute, en l'occurrence, ou de la balado, pour le coup, c'est ce qu'on va observer cette année. Nous, ce qu'on espère, c'est que forcément, d'abord, les métadonnées va permettre de faire en sorte que les albums qui sont traités en balado vont sortir plus tôt dans les recherches, parce qu'un parent, un enseignant va chercher des choses, en bibliothèque comme en plateforme de vente. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on espère aussi en écoutant le balado, en découvrant qu'un album existe sur une thématique donnée, les parents, les enseignants, les médiateurs vont avoir envie d'aller acheter l'album. Donc, on est vraiment plus sur de la promotion, le développement des ventes, la notoriété des maisons d'édition aussi. Et puis, par ailleurs, on espère aussi que finalement, dans les écoles, dans les espaces de médiation, on se dise que ce soit bien des projets pédagogiques d'un enseignant qui ait envie d'utiliser un album parce que la thématique correspond à un projet pédagogique, parce que le vocabulaire, etc. Trouve intéressant d'utiliser un album dans son complément audio et dans son complément papier, de manière combinée, et en face quelque chose de très, très circulaire comme ça. Donc, d'imaginer l'utilisation de tous ces éléments-là autour de l'album, je trouve ça intéressant. C'est certain que derrière, on a envie que ça développe aussi une envie des enseignants de pousser l'exploration de l'album avec une rencontre avec l'auteur, une rencontre avec l'illustrateur, un atelier avec les créateurs du balado. Voilà, on imagine, on espère que les profs vont avoir envie de faire des projets pédagogiques assez complets avec ça. Je vous remercie de votre présence. Je crois qu'on doit faire une petite pause parce qu'on a une prochaine présentation à 15h. Prune doit aussi donner un cours à 15h. Donc, on va lui laisser ses 15 minutes de repos. Je vous mets aussi dans l'outil de conversation, pour ne pas dire le chat, un lien à un ensemble un corpus de fiction web qui a été développé par des gens de Topo en 1999 à Dakar. Ce sont les premières fictions web francophones connues. Voilà. Je terminerai sur cette note. Merci beaucoup, Prune. Merci à vous. C'est vraiment chouette. Voilà, on va vous proposer un petit jeu. Je vais jouer pendant les quelques minutes qui suivent avec une application que Topo a développée autour du projet memo.ca. Et on se rejoint à 15h avec Judith Beauregard, une productrice d'expérience depuis plus de 25 ans en création numérique et spécialisée en édition jeunesse multiplateforme. Alors voilà. Merci beaucoup. Alors, à plus tard, merci. Bonne fin d'après-midi. Merci. Voilà.